Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Allô. Et tabarnouche, on a du stock de TV aujourd'hui. Je suis Mais excité. sérieusement, avec la victoire du Canadien hier, là, on a vraiment un gros sujet aujourd'hui. Oui, puis on va parler des Raptors aussi qui ont remporté leur premier match à Orlando. N'est-ce pas, Jean-Nic? Go! Hein? Go Raptor, go! Ben là, c'est un nom de dinosaure, fait que c'est bon pour les injustes, ça, non? C'est correct, c'est geek, ça, une équipe qui a un nom de dinosaure? Ben, je veux dire, c'est mieux que le reste, mais ça reste du basket de merde. Oh, élitiste. Personne, quoi écoutait ça, là? Il y avait du bon hockey à la TV hier. Le Ouais, Canadien mais a gagné en plus. En dehors du hockey, il y avait surtout beaucoup de geekitude. Puis une chose qu'on a Netflix, Amazon Prime, je les nomme-tu toutes, là? Oui, nomme-les Les toutes. Crave, toutes les autres patentes HBO. Une chose qu'on Alors, a... continue. J'en ai oublié. Shudder, Criterion Channel. T'as oublié Disney Hulu, Plus que tout le monde écoute en permanence. QB. Hey, c'est vrai que Disney+, hein, honnêtement, c'est-tu le plus gros plouf de l'histoire de l'humanité? Ben, il y a Mandalorian saison 2 qui s'en vient. Ouais, mais je veux dire, on a écouté quoi d'autre à part ça? On a fait semblant de s'exciter pour la série de Jeff Goldblum. Là. Ben, c'était bon, mais après 3 épisodes, on avait fait le tour, là. Après un. Et puis, je vais te dire, ben franchement, ils ont rien proposé de nouveau. S'ils pensaient pouvoir avaler Netflix avec ça, aïe, 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 Ouais, aïe. Netflix Ben, sont sérieusement, pas morts de rire. chaque fois qu'ils m'ont surpris, c'est sur leur censure. Ben, c'est ça. À chaque fois qu'en fait qu'on a parlé d'eux, c'est pour les mauvaises raisons. Ou parce qu'ils n'avaient pas tout leur catalogue, ou parce qu'ils ont censuré quelque chose, ou parce qu'ils ont mis des productions plus tard que prévu. Écoute, ils n'ont jamais vraiment fait parler d'eux pour les bonnes raisons. Puis tu sais, je me suis rendu compte qu'entre avoir Disney Plus et ma collection de DVD, c'est la même chose. C'est-à-dire que je les ai toutes, mais je les écoute pas plus. Puis même dernièrement, avec Crave, j'ai découvert que les 23 saisons de South Park sont là-dessus. Oh, ça, c'est cool, par exemple. Ouais, je suis pas sûr que c'est bon pour mon cerveau, mais c'est pas grave. Mais non, c'est agréable. Pourquoi pas? En France, c'est Netflix qui les ont. Puis j'étais vraiment déçu de C'est pas savoir... Amazon qui les ont en France, c'est Amazon. C'est Amazon qui ouais. les ont. Je suis vraiment déçu que nous, on Mais les a pas. ils ont pas déjà eu sur Netflix. On Oui, dirait ils que ont j'ai déjà comme eu sur... souvenir de Oui, parce South qu'il y a eu Park. il y a eu une annonce à m'amener avec Cartman qui disait... Mais Tadam! sérieusement, là, sur Crave, tes autos sont tout en anglais, 23 saisons. Ah, c'est du génie, là. Merveilleux. C'est du génie. Mais bref, beaucoup de nouveaux stocks. On va parler de Transformer aujourd'hui, War for Cybertron. Je viens tout juste de le finir. On va parler d'Umbrella Academy, donc, qui était sur Netflix. Inquiétez-vous pas, amateurs de comics. Et on a une nouvelle injuste aujourd'hui. Je veux saluer Steve, qui demandait des suggestions de bande dessinée. Puis un de ses chums, puis lui, sur son Facebook, s'ostinait. Ah, c'est plate, il n'y a plus personne qui lit. C'est en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'on lit? Hey man, écoute-nous. On en a plein de suggestions de lecture. On fait ça à temps plein juste pour vous autres. On découvre plein de trucs, on vous donne plein de titres. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas vous procurer un des albums dont on vous parle. Puis, généralement, quand on vous en parle, c'est parce que ça nous a fait vibrer d'une façon ou d'une autre. Là. C'est pas du stock qui passe inaperçu, puis on n'arrête pas d'en chercher. Fait que, on les a, là, les suggestions. Puis, ce serait peut-être une bonne idée à un moment donné de se faire une liste de ce dont tout on a parlé ou de choses incontournables qu'il faudrait lire, puis la publier sur Facebook. Pour que les gens puissent se rappeler de quoi on a parlé exactement. Parce que Faire un petit sticky, là, genre genre les justes des injustes. Le bon stock à lire dont on a déjà parlé, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter ou une affaire comme ça. Donc, on va parler de différents comics encore aujourd'hui. Il va y avoir des poisons, évidemment. Le DC Universe Animated, 2 nouveaux films qui s'en viennent. On vous en parle. Paper Girl chez Amazon. J'ai le goût de commencer avec ça. Paper Girls, qui est, dans le fond, un projet de... C'est Brian K. Vaughan. qui était sur Why the Last Man. Exact.
C'est un projet qui ressemble un petit peu à Stranger Things, mais pas nécessairement dans la manière que ça traite. Mais il va falloir avoir plus d'argent que Stranger Things. Il va falloir en fait avoir les moyens équivalents. Là. Ben, je te dirais oui et non, parce que la série est extrêmement colorée, mais c'est dans le fond des livreuses de journal qui se trouvent à voyager dans le temps. C'est bourré de références aux années 80, surtout à la pop culture. C'est vraiment intéressant. Je suis pas très loin dans la série. Là. J'avais lu le premier TP il y a plusieurs années. Moi, quand il était volume sorti. 3, là. J'avais été charmé, mais j'ai comme jamais continué parce qu'il existe des milliards de trucs, puis ça arrive tout le temps qu'on se fait des piles de trucs à acheter qu'on finit pas. Mais là, avec cette annonce-là, moi, ça me donne le goût de retomber dans cet univers. Mais il va falloir que je le recommence parce que je me rappelle de certains trucs, puis je sais qu'il y a plein de paradoxes. Il y a des ailes plus vieilles qui reviennent dans l'aventure. Il semble avoir des gens qui les chassent pour des raisons X. Exact. Puis honnêtement, c'est une bonne série. Je vais être honnête avec vous, ça m'a pas autant accroché que Wire the Last Man. Puis il faut dire aussi que quand j'ai tombé dans Wire the Last Man, c'était terminé. Donc un peu comme pour The Walking Dead ou Invincible, je me suis tapé ça comme une grosse série, genre rapidement. Tandis que Paper Girl, quand j'ai commencé, je pense qu'il était au volume 5. Là, il doit avoir le volume 6 ou 7 qui vient de sortir. Puis j'ai les 3 premiers volumes en haut, je les ai lus, mais j'ai comme arrêté au fur et à mesure que ça sortait. Donc je vais attendre un peu que ça sorte là, pour pouvoir les faire en bloc. Mais j'avais pas haï mon expérience. Peut-être pas autant bon que Wire the Last Man, mais à tout de moins là, tout aussi intriguant. Ben, on va laisser aussi la série vivre puis raconter ce qu'elle a raconté parce que là, on juge avec Wire the Last Man qui est terminé, mais les gars, qui est un arc incroyable. Moi, je suis juste content de voir que de ces auteurs-là, de ces histoires-là se retrouvent maintenant dans des séries télé. On a parlé de Lock and Key, on a parlé de The Old Guard, on a parlé d'Umbrella Academy. Tu viens de parler de Wire the Last Man, que ça fait 12 fois qu'il est reporté, mais qui est encore en projet. Ouais, ça, j'aimerais ça qu'il accouche, là. Mais c'est intéressant, au moins, de les voir, de voir que il y a des bonnes idées dans le comic book. Il y a des bonnes idées qui se font de jeunes auteurs ou d'auteurs qui sont peut-être moins connus, qui valent la peine d'être adaptés à l'écran. Ouais. Des fois, c'est des réussites. The Old Guard, moi, même s'il y a des ratés par rapport à la BD, beaucoup plus de ratés que de réussites. Mais non, moi, je trouve que c'est sympathique pareil. Mais Lock and Key, tu vois, moi, j'ai détesté la série télé. J'ai trouvé que c'était complètement à peu près comme moi avec The Boys. Exact. Où c'était une adaptation libre. En tant que série, c'est pas que c'était mauvais, c'est que ça n'a tellement pas respecté l'essence que c'était de la don. Tu sais, je vais revenir avec un autre parallèle différent avec Umbrella Academy tantôt, mais tu sais, c'est parce que The Boys a été trop à côté. Ce qui fait que ça m'a aidé plus, mais sauf que tout le monde qui n'a pas connu la BD ont encensé cette série-là. Ben, Lock and Key, je pense, a eu le même phénomène. Ben, exact, c'est ce que j'allais dire. Lock and Key, la plupart des gens ont écouté ça, ils l'ont binge-watché sur Netflix, puis ils l'ont dévoré, ils ont adoré ça. Par contre, je vois mal quelqu'un qui a lu la série, qui a pu apprécier l'adaptation. On est vraiment. Puis c'est de valeur parce que c'est quand même du matériel qui est clé en main. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je ne comprends pas pourquoi tu ressens le besoin de twister ça. Parce que c'est une drôle de bibite, Lock and Key. Ça a une approche très familiale, c'est bourré de bonnes valeurs, mais en même temps, il y a des trucs extrêmement violents. Il y a... Tu sais, moi, là, quand je lisais ça, je me disais, je le sais pas, mettons, mon kid, à quel âge il ferait lire ça? Quand, tu sais, genre, clairement, les personnages, l'âge qu'ils ont dans Lock and Key, c'est pas l'âge à lequel il faut le lire. Mais en même temps, tu sais, c'est moi qui deviens peut-être un vieux con, là, genre à 12-13 ans, probablement que j'aurais aimé ça que mon père me dise, t'as pas le droit de lire Lock and Key. C'est drôle. Lire en cachette. C'est drôle parce qu'on a eu cette discussion-là pas plus tard que cette semaine à mon emploi où ma collègue de travail se demandait si elle pouvait amener son enfant de 5 ans voir Jurassic Park. Puis ça a ramené l'éternel sujet dont on se parle tout le temps, c'est-à-dire, man, les années 90, c'était pas conscient de ce qu'on faisait écouter aux enfants. Oui. Ce sera pas long, j'ai été élevé des années 80. Moi, ça fait que moi, avant de me coucher, j'écoutais Freddy Krueger qui massacrait Johnny Depp. Là. Puis nous autres, on nous vendait des jouets de Robocop. De Robocop puis Toxic le Ravageur. Terminator 2, ce qui avait aucun crise d'essence. On nous faisait des séries animées de Robocop et de Rambo. On trouvait ça bien normal. Mais on a eu le même genre de discussion. Fait que t'es pas un vieux con, je pense que t'es juste à l'ère de ton temps où les jeunes, on essaie de les surprotéger. J'avais avoir 8 ans quand je faisais les jokes de knock-knock de Prédateur. Prédateur, j'écoutais ça jeune aussi. C'était quasiment étiqueté comme un film d'enfant. Je me souviens que ma mère nous a fait écouter ça sur la grosse TV cathodique dans sa chambre. Ouais, puis même la référence de Robocop avec le tu gonnes le gars. J'avais pas 10 ans, moi, quand je faisais ces jokes-là. Non. Puis Terminator 2, même affaire. Écoute, on a vu Arnold s'arracher le bras puis nous dévoiler un bras squelette, puis on trouve ça tout à fait s'arracher l'œil dans Terminator 1. Exact. Hey, c'était-tu bon, ça? C'était très bon. Je pense que c'est ça que je vais faire. Les Lock and Key, je vais les mettre en évidence, mais pas atteignables, puis je vais y rentrer dans la tête qu'il ne faut pas qu'ils lisent ça. Que ça va... Tu vas espérer que, genre, dans ton dos, exact. Il va ramasser. De le trouver en arrivant de l'école, c'est ça, en train de lire un Lock and Key interdit. Oh, que je serais fier. Ça serait-tu bon? Fait qu'on va parler de tout ça aujourd'hui et de bien d'autres choses. Et tiens, parlant du produit des années 80, Alan, je dois te remercier.
Alors, comme je le fais régulièrement, bon, vous n'êtes pas témoin de toutes les fois où j'y crée après sur le groupe interne de Facebook, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a jamais personne qui me criait après de toute ma vie. Tout le monde m'aime. Après ce long Il mensonge... y en a des mensonges qui ont été dits dans l'histoire de l'humanité, mais ça... Celui-là est un... Écoute, il y a du monde qui ont été crucifiés pour moins que ça, je pense. Calisse. Honnêtement. Mais non, je dois te remercier pour vrai parce que j'avais pas vraiment de hype. Je t'explique. Moi, j'ai un de mes chums qui a suivi Transformer dans le temps de Dreamwave. Quand Pat Lee a reparti toute la patente. Là. J'en ai lu la moitié de ce run-là. J'avais commencé dans le temps aussi. C'était une excellente run en Oui. passant. C'était super bon, c'était bien dessiné. Puis c'était, je pense, une bonne introduction pour tous ceux qui n'avaient pas écouté vraiment de Transformer. Oui, puis sans compter que moi, ça m'a remarqué au niveau de la BD, c'est mon plus grand traumatisme. Ça avait été annulé au numéro où Optimus Prime se faisait ressusciter. Ouais, ça, je me suis pas rendu là, je pense. C'était tellement insultant. Là. Au numéro, j'attendais le numéro où Optimus Prime allait revenir et ça a été fini. Mais les covers de cette série-là, les incentives qu'on donnait, il y a eu du beau stock sur cette série-là de Dreamwave qui est mort, je pense, en même temps que la compagnie, finalement. Là. Oui. C'est décédé. Et après cette série-là, je n'ai jamais retombé dans Transformers qui ont changé de main, sont maintenant avec IDW. Ben, ce qui arrive, c'est que IDW essaie de suivre ce que Dreamwave faisait, mais en sortait des anthologies pour construire l'histoire qu'ils faisaient. Ce qui était moins intéressant d'une certaine façon que tu suivais. Tu fais quand je me rembarque-tu là-dedans ou pas, mais malheureusement, connaissant le succès que ça a eu chez IDW, c'est comme un regret que tu peux avoir. Puis quand tu regardes, oui, ils sortent les collections comme Turtle. Il y en a une dizaine achetées à 60$ chaque. Tu fais comme ouch. Mais ça a l'avantage que tu achètes ça, tu n'achètes rien d'autre. Comme les Turtles. Ouais, ceux qui ont été rebootés l'année passée, par exemple, Transformers. Ah oui, ils sont recommencés? Ils sont rebootés chez IDW. Ah, ça, c'est dommage, par contre. Mais, bref, tout ça pour dire que Netflix avait annoncé donc une trilogie War for Cybertron en série. C'est 6 épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près, 24-25 minutes. Et ça sortait donc le 30 juillet. Écoute, j'ai dévoré ça, là. J'en ai que sérieux, c'est 2 heures, je les ai passés. Puis justement, t'es l'injuste qui connaît peut-être moins les Transformers. Si tu veux commencer ça, là, c'est là que tu commences. Ça aurait été ma question, parce que j'étais là, clairement, j'en parlerai pas de temps avec ça. J'ai pas beaucoup d'attrait pour les Transformers. Ma question aurait été, parce que quelqu'un, mettons, qui connaît les Transformers comme moi de nom, mais qui n'a jamais vraiment eu de jouet, qui n'a jamais lu de BD, qui n'a pas écouté la série télé, c'est-tu une bonne place pour embarquer cette série-là? C'est vraiment bien parce que c'est... Oui, c'est un reboot. Oui, c'est l'histoire qu'on connaît déjà, mais avec juste ce qu'il y a de bon. Exactement, parce que ça commence sur la guerre de Cybertron. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment travaillé. On l'a pas vu beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. C'est parce que ce qu'il faut comprendre sur Transformers, c'est Cybertron. Cybertron qui est comme le frère de Unicron qui s'est endormi puis qui est devenu une planète statique. Les Transformers sont là, mais ça fait plusieurs générations qu'ils sont là. Sauf que tu as toujours eu une classe ouvrière qui travaille dans les mines, qui vont chercher l'énergon. Puis tu as toujours eu une classe qui était plus politique ou des êtres lettrés comme Omega Pax. C'est ça, mais c'est pas Omega Pax, s'il te plaît. Parce que Optimus Prime, c'était Orion Pax, c'était à l'époque, ils n'en ont pas parlé là-dedans. Où ce que lui, c'était vraiment un libraire. Puis qui était sous Alpha Trion. On a parlé d'Alpha Trion dans cette série-là. Beaucoup même. C'est vraiment un clash entre une classe qui est plus huppée puis ouvrière. Puis il y a souvent des rébellions là-dessus. Puis Alpha Trion, qu'on parle là-dedans, c'est lui qui avait mis fin à la 3e rébellion. Puis ça, c'était à l'époque, c'est les Quintessons qui avaient de l'esclavage. Puis les Quintessons, c'est les robots qu'on voyait dans le film de 1986 qui ont 4 visages. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une belle allégorie pour les, puis une métaphore pour les années 80. C'est-à-dire que tu as une guerre qui s'ensuit parce qu'ils veulent se sortir de là, ceux qui se trouvent opprimés. Et la guerre fait en sorte qu'ils sont en train de détruire leur monde, carrément. Effectivement. Ils sont en train de détruire Cybertron. C'est parce que Megatron, lui, est comme à la tête de la classe ouvrière. Les Decepticons? Ben, il s'appelle pas encore au Decepticon au début, c'est juste qu'il prend le nom des rebelles de l'époque. Lui, il se bat pour la classe ouvrière. C'est comme la haute tête d'un syndicat qui est écœuré que le monde meurt dans les mines, puis que tout le monde en haut s'en crisse. Ça fait que lui, il décide de mourir, sauf que lui, il y a un seul problème avec Megatron, il y a une bonne cause, il se bat pour la bonne cause, mais c'est Hitler. Ouais, carrément. Question. Transformers dans ma tête, sans connaître toute l'origine que vous êtes arrêté de parler, moi, ça a tout le temps été, c'est des robots qui se transforment en voiture ou en dinosaure ou peu importe. Fait, dans cette série-là, s'ils sont sur leur planète, est-ce qu'ils se transforment ou c'est rien que des robots? C'est le bug que j'ai eu, parce que dans pas mal
tout ce qu'on a vu de Transformers, puis tu pourras me corriger, Alan, mais ils scannent les différents véhicules pour devenir des véhicules. Tu sais, quand ils arrivent sur la planète, c'est ça qu'ils font. Le protoforme était surtout impliqué. Là, je ne sais pas si c'est BD quand c'est arrivé, mais la première fois qu'on l'a vu en série, c'était dans Bissoir, le protoforme. OK. Qu'il n'y avait pas de forme puis il scannait. Là, c'était dans Bissoir la première fois qu'on l'a vu. OK, parce qu'habituellement, ils scannent le véhicule où ils sont, puis ils peuvent se transformer dans Bissoir, il y avait scanné des animaux parce que c'est tout ce qu'il y avait. Exact. Puis là, sur Planète Terre, il y avait scanné des véhicules. C'était le même principe d'un film de Michael Bay. Il arrivait en protoforme, il scannait, puis il prenait une nouvelle identité. Sauf que là-dedans, ils ont déjà leur forme de grosses vannes pour Optimus Prime. Puis, les véhicules, les véhicules, okay. Ça, c'est parce que c'est les choix des années 80, c'est du G1. Là. C'est que tu poses pas de questions, sauf que j'ai beaucoup aimé que les Seekers, donc la gang de Starscream, de Thundercracker, de Skyjack ou whatever. Jetfire. Jetfire, il y avait son allure Macross qui n'a pas changé, mais les autres, ils ont vraiment l'allure que quand ils étaient sur Cybertron, c'était pas des F-14 ou des F-16. Ils ont c'est comme des genres de véhicules, de vaisseaux spatial. Là. Il y a vraiment Optimus Prime qu'on a gardé son véhicule. Puis c'est pas mal de ça parce que Bumblebee, on le voit pas en char. On voit le char de police à un moment donné chez les Decepticons. Oui, effectivement. À un moment donné, ça fait plus ou moins de sens. Renegade, ça donne le goût de gratter. Tu sais. Pourquoi un char de police? Ils ont-ils des polices aussi? Les chars de police sont-ils des robots? Je ne sais pas trop. Mais tout ça pour dire que c'est divisé en trois. Puis la première partie qu'on a eue, c'est vraiment la guerre sur Cybertron, là où le Allspark, qui est l'espèce de grosse énergie intense. Le Allspark, c'est ce que, justement, que Cybertron s'est endormi, c'est ce qui donnait naissance à tous les Transformers qui étaient sur la planète. Puis là, ils ont réussi, ils se sauvent avec. Et la deuxième partie, on va être sur Terre. Oui, parce que l'objectif, dans le fond, de Megatron, c'est de prendre le Allspark, d'effacer le protocole Autobot, puis de reformater tellement tout le monde en état des Decepticons. Sauf que, tu sais, dans la série, ils ont apporté plein de bonnes affaires. C'est parce que même les personnages qui ont mis là-dedans, Soundwave était cool. Il était écœurant. Shockwave, sérieusement. L'adore, qui est l'espèce de Igor, là, l'espèce de savant fou. Son côté scientifique crosseur, parce que dans les séries TV des années 84, on est habitué qu'il était sur Cybertron, puis il y avait toujours des blancs, des plans de marre, tu crois. Parce que là, c'est toutes ces idées de hacking qui jouent dans le dos de tout le monde. Il fait comme, ouais, mais moi, je serais capable de faire ça. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ouais, c'est pas 100% éthique. Puis même, tu sais, il y en a plein de personnages qui étaient cool là-dedans. Optimus était cool. De la façon qu'ils ont présenté Bumblebee, qui est comme un outcast. Qui est ni un Decepticon, ni un Autobot, qui veut juste être un genre de mercenaire, qui est un espèce de bounty hunter. Là, dans le fond, là, il est à son compte. Là, et il est pogné entre les deux. Puis ça, c'est intéressant. Jusqu'au temps que Ultramagnus se sacrifie, puis que le protocole d'Ultramagnus, qui a le savoir de Alpha Trion, se ramasse en Bumblebee. Puis ça le force. Ça le force à prendre un side, il n'y a pas le choix. Là. Mais honnêtement, l'animation, là, top notch. J'ai trouvé ça superbe. Oui, sérieusement, je parlais justement de Ultramagnus, qui se présente avec sa cape pour se rendre au Decepticon. C'est tellement beau. Là. C'est superbe. Là, peut-être le seul point négatif de toute l'animation, c'est que Cybertron se ressemble partout. J'aurais aimé avoir un peu plus de relief. J'aurais aimé avoir un peu plus de villes détruites ou de trucs. C'était le fun, c'est parce que aussi, oui, peut-être plus de villes détruites, sauf que c'était dark, c'était sombre. C'était pas des couleurs pour une série pour enfants. Non, c'était clairement pas une série pour enfants. Là. Les enfants vont s'emmerder, en fait, là, parce qu'il y a beaucoup de blabla. Puis pas beaucoup d'action. Pas beaucoup d'action. Puis quand il y en a, par exemple, c'est génial, là, c'est superbe. Mais l'animation est pas cheap. Je sais que Jean-Nic, tu nous en parlais quand on a parlé de la bande-annonce. Beaucoup de difficultés avec l'animation 3D. Là. Mais elle est belle. Puis c'est une série qui se prête à l'animation 3D, contrairement à bien des choses. Tu sais, moi, les tortues en 3D, ça me gosse. Là. Je veux les avoir en dessin. Mais dans le cas de Transformers, ça me dérange pas. Ghost in the Shell, vous avez parlé que j'avais eu beaucoup de problèmes sur la série. Ultraman, chez Netflix, ça avait bien passé quand même. Sauf que celle-là, ça a bien passé quand même. Moi, je trouve que ça a bien passé. Et la trame sonore. Elle était nice. Incroyable. Ça m'a fait penser à la trame parfaite des années 80 avec le fameux synthétiseur. Tu sais, genre un peu... l'exemple que j'ai, c'est Turbo Kid. Oui, ça fait John Carpenter. Genre, exact. Et ça colle à l'histoire, ça colle à l'image de Cybertron qui est très dark, comme tu en as parlé, Alan. C'est très... Tu sais, on sent que c'est un monde qui est sur le point là, de... Tu sais, on est à la fin de cette guerre-là, en fait. Là. On est
au bout où ce que... Les Decepticons sont en train de gagner la guerre sur C'est ça. Cybertron et les Autobots doivent partir. Puis les idéaux, ça n'a plus d'importance. Là, on n'est plus à on va faire une société meilleure. On est à on va vous éliminer jusqu'au dernier. Là. On est là. Puis c'est ça qui est le fun, l'espèce de raisonnement, puis l'espèce de. Tout le long de la série, c'est mais c'est pour ça qu'ils font ça. Mais tu le vois dans les yeux que c'est plus pour ça qu'ils font ça. Sérieusement aussi, le point aussi qui fait que c'est pas vraiment une série pour enfants, là, la façon qu'il présente Megatron, qui est toujours dans son espèce d'amphithéâtre, à la Hitler, justement, en train de faire ses speeches. Oui, vraiment. Tout le temps. Sérieusement, c'est tellement brillant. Il est toujours en train de... Puis tu vois qu'il déforme la réalité à chaque fois qu'il parle. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres les méchants, puis lui, il transforme la réalité. Puis il réussit presque à te convaincre, parce qu'à un moment donné, tu écoutes la série et tu te dis, ouais, dans le fond, pourquoi ils font pas ça? Puis tu finis par dire, c'est Optimus Prime qui est un asti de borné, non, là, qui le laisse donc faire. Optimus Prime, tu vois qu'il n'a pas encore pris son side, parce qu'il est encore un peu mou, puis il a encore ses idéaux. Celui qui te fait plus comprendre la balance dans la série, c'est Jetfire. Oui. Qui lui tourne de côté en plein milieu de la série. Parce que lui, il est pour la mentalité de Megatron. Mais si tu dis qu'à tout prix, pour gagner, tu dois tuer tout le monde sans essayer de les convaincre, c'est là que ça balance à l'âge. Et Starscream est probablement l'un des personnages les plus fascinants dans la geekosphère en tant que gars qui dit tout le temps oui puis qui est tout le temps prêt à être avec toi, mais qu'à chaque fois que t'es pas là, il te fourre dans le dos puis il parle contre toi. Puis j'ai beaucoup aimé la phrase que Megatron a dit par rapport à ça. Je sais que Jetfire fait comme, mais tu te rends pas compte qu'il te joue dans le dos puis qu'il cause du trouble, il fait comme, t'as pas l'air de comprendre que lui, c'est un outil. Puis un outil, t'as toujours une utilité pour lui. Ah, c'est incroyable. Honnêtement, là, pour des leçons de pouvoir puis des leçons de dictatorship, tu écoutes cette série-là puis tu te dis, ils sont allés loin. Là. Ils sont quand même allés très loin. Puis c'est rare que tu écoutes une série où les héros restent pas bons tout le long. Ils s'en sortent pas. Là. Ils réussissent, là, mais de peine et de misère. Puis il y a plein de balances. On parlait, il y a Jetfire qui était entre deux. Ratchet, c'est la même affaire. Impactor. Qui se fait sauver par justement la gang à Ratchet et autres, qui lui est un Decepticon qui a retrouvé refuge dans un autre qui lui décide de soigner tout le monde. Decepticon ou Autobot, il n'y a pas de différence. Ratchet, lui, il accepte pas le fait que dans la guerre, il y ait des victimes. C'est que toutes les victimes pour lui sont égales. Tout le monde mérite d'être sauvé. Exact. Alors, il y a plein de petits bijoux comme ça tout au long de la série, puis des personnages qui ont tous leur petit moment de gloire. Tu sais, RC, qui est un... Puis comment est-ce qu'elle s'appelle? Elita. Elita One, qui est l'équivalent d'Optimus Prime, qui à la fin de la série devient la leader sur Cybertron, tandis que Optimus Prime il est parti quelque part dans l'univers, puis on sait qu'il va se faire attaquer par des pirates, mais on ne sait pas qui. Puis on sait qu'il va se ramasser sur Terre éventuellement si on suit la logique. Parce que la prochaine série, c'est dans l'espace, ça s'appelle Earthrise. Mm-hmm. Ça va être un lien avec des pirates ou je sais pas trop quoi. On sait que Kingdom, la troisième, risque d'avoir des liens avec Beast War. Exact, donc, parce qu'on va mélanger du time travel. Exactement, c'est qu'il va y avoir des liens avec Beast War là. Puis c'est rien que la deuxième que je suis encore ambigu, que je sais pas trop moi, je pense qu'ils vont se ramasser sur Terre. Là. Ça va être l'épisode normal de la série des années 80. Avec la série qui s'appelle Earthrise, ça se il y a des fortes chances. Effectivement. Mais honnêtement, là, si tu ne connais rien aux Transformers, là, effectivement, il y a ce que j'appelle... oui, puis il y a une mythologie qu'il va falloir que tu stoppes la série. Tu sais, le Allspark, la Matrix, le protocole d'Alpha Trion, comment ça marchait. Moi, c'est peut-être mon regret. J'aurais aimé voir Cybertron, qu'on ait une introduction sur comment ça se passait sur Cybertron. Moi, j'espérais que ça allait commencer un peu plus avant la guerre. Tu sais, j'aurais aimé ça de voir Optimus qui ramasse la matrice de leadership. Exact. Ou qu'on nous explique à tout le monde. Quand les Prime, parce que même là, le bout de ce qu'on a vu, les gardiens, que finalement... il était-tu beau? Omega Suprême fait partie d'un des gardiens. Il est super. Qui, à la fin, prend le side des Autobots. C'était fucking awesome. Il est tellement beau. Omega Supreme était super beau. C'est ça, c'est parce qu'il nous manquait le bout avec les Prime qui choisissaient Optimus pour avoir la matrice de leadership. Non, il manquait une mise en scène pour les gens qui, comme Jean-Luc, auraient voulu que ce soit véritablement une porte d'entrée. Fait que, ça va te nécessiter quand même un peu de lecture sur... Parce qu'on rentre... En fait, là, ça me fait penser un peu à Star Wars épisode 4. Tu rentres, là, puis... Mais honnêtement, si le background intéresse du monde, là, moi, j'ai lu un roman il y a plusieurs années, il est encore facile à trouver, ça s'appelle Transformers Exodus. OK. Ça parle vraiment, là, à l'époque où Optimus était le libraire là, qui s'appelait Orion Pax, puis comment il a fait pour gagner la matrice de leadership avec... comment le uprising de Megatron a eu lieu, qui a fait ses speeches avec là. Vraiment, l'origine de la guerre, c'est un roman génial à lire, Transformers Exodus. Tu allais dire, Jean-Luc?
Je me sens un petit peu comme la grande discussion qu'on avait eue sur l'espèce de reboot de X-Men. Hey, non, c'est moins pire. Là. Non, ben, moins pire. Mais tu sais, là, vous me donnez le goût, mais tu sais, je pense pas écouter ça jamais. C'est pas un univers qui m'intéresse vraiment. Ma question, c'est pour quelqu'un comme moi, mettons, qui s'y lancerait. Je comprends que ça va. Tu sais, il faut aller faire un peu ses recherches. Ça donne-tu le goût de faire ces recherches-là? Est-ce que la série, genre, vous a titillé à faire comme, ben, tu sais, toi, tu l'as dit, il a fallu que tu fasses des recherches. Ça t'a-tu gossé ou t'as comme fait, waouh, ça me donne le goût de lire autre chose ou de creuser? En fait, ça m'a remis en tête d'aller me chercher IDW. OK. Puis j'aurais peut-être pas dû parce que ça va me coûter 60$ du volume. Puis en fait, je me suis posé la question, j'ai-tu le goût de retomber là-dedans? Mais c'est tellement un bel univers. Suis la nouvelle série, peut-être qu'ils vont la sortir en IDW collectionnel aussi. Peut-être, mais en tout cas, c'est un bel univers. Puis tu sais, rappelez-vous que tout ça a commencé avec un gars chez Marvel chez qui on a déposé une caisse de jouets puis on lui a dit, faut que tu nous trouves de quoi avec ça. Là. Faut que tu nous trouves de quoi avec ça, puis faut que tu nous dises qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis le gars a sorti, bon, ben ça, c'est Optimus Prime. Puis ça va être Megatron. Puis t'sais, tout ça est une belle publicité de jouets. Puis à nouveau, je pense qu'on en avait parlé dans un précédent podcast de Toys That Made Us. L'épisode sur Transformers, vous allez en apprendre beaucoup. Ça va vous aider aussi à comprendre toute la dynamique, puis comment ça s'est passé, puis pourquoi ils sont arrivés dans nos vies, les Transformers, puis à quel point c'est maintenant devenu un univers qui est riche parce que chacun qui a embarqué dans cet univers-là a contribué à l'histoire, puis a fait en sorte que c'est encore relevant aujourd'hui pour bien du monde. Là. Effectivement, puis consuler à Joe, on entend souvent parler avec les mystérieux étonnants, n'importe quoi, avec les timelines des Transformers, tombez pas là-dedans, OK? Ah non, c'est compliqué ça. On vient-tu d'ouvrir un nouveau timeline? Il y a des chances, c'est ridicule, il y a tellement de timelines. Tu sais, que même les GoBots en font partie du fucking timeline. Ah non, tu touches pas à ça. Moi, je pense que tu peux avoir du fun avec G1. G1, les Transformers de 1984, tu t'attardes à ça, va pas plus loin, ça sert pas à grand-chose. T'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis la série des années 80 est encore très bonne. Sérieusement, même sur Netflix, il y a une série qui est sortie il y a une couple d'années qui est encore là, Transformers Prime. Mm-hmm. Si vous voulez avoir du fun, là, c'est solide. D'ailleurs, ça aurait été une belle occasion pour Netflix de sortir les séries des années 80. Ouais, est-ce que c'est là? Est-ce que le film de 86, ça fait là? Bon, il a sorti des DVD il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une couple d'années, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont rendus, ces droits-là. Non, mais à chaque fois, c'est un problème des droits qui se perdent quelque part. Ah, c'est ça, mais ça aurait été le fun qu'ils rapatrient tout ça en même temps, là, de nous faire un petit spécial que, regarde, on a une série Netflix, puis en même temps... Comme ils ont fait avec Lucifer, par exemple, ou ils vont faire avec... si vous avez la chance de tomber sur le Blu-ray du film de 1986, la remasterisation, là, achetez ça. est parfaite. C'est incroyable. C'est vraiment super. You got a touch! Avec la musique, c'était écœurant. T'as jamais vu ça? You got the power! J'en ai déjà vu des bouts quand j'étais jeune, mais comme je te dis, j'ai pas vraiment d'intérêt pour cet univers-là. C'est une jeunesse de merde. Non, mais tu sais, il y avait comme des jouets qu'on avait, puis souvent, c'est ça qui drivait nos passions. En fait, Turtle et Transformers ont été un peu, sans dire en opposition. Moi, j'étais plus Turtle que j'étais Transformers. Tu avais eu les G.I. Joe une couple d'années avant. Moi, j'étais un petit peu trop jeune pour les G.I. Joe. Exact. Moi, j'étais plus Batman. Là, moi, j'avais les bonhommes de Batman, Animated Series. Et oui, j'en ai eu ça, j'en ai eu un Christy de dégâts. Pas comprendre aucune des références de You Got the Power. Tu peux entendre dans n'importe quel film, n'importe quelle série, ça vient plate. Un peu même dans des jeux vidéo, il y a souvent eu la joke de You Got the Power. C'est tellement bon, ce tune-là. En tout cas, mais là, sur ta Spotify. Ouais, mais je sais, le film est bien apprécié. On va peut-être l'acheter un jour, le mettre dans la collection, jamais l'écouter. Il est comme de collector. Je vais reculer ça avec mon char tantôt. Il est comme Brainiac. Je vais acheter ceci, le mettre dans ma collection et ne jamais lui tousser. Et comme ça, c'est sûr que j'ai ma librairie dans laquelle j'archive tout ce qui se passe dans le monde geek. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais écouté, je l'ai jamais déballé, mais il est là. Puis là, je vais pogner mon fils en train d'écouter ça au lieu de lire Lock and Key. Maudit. Tu vas être déçu. Umbrella Academy, ça, c'est un trip dans lequel, malheureusement, je vais jouer le rôle de Jean-Nic. C'est-à-dire, j'ai pas écouté ni lu. Donc, je vais vous laisser aller. La deuxième saison est atterrie sur Netflix en fin de semaine. Vendredi. Puis? Je l'ai fini. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé si c'était bon. C'est tellement supérieur à la première saison. Puis tu n'avais eu de très bons commentaires. T'avais eu de très bons commentaires pour la première saison. Effectivement, ça a enlevé beaucoup des points faibles des fois des petites longueurs, puis l'histoire qui montait en dents de scie dans la première saison. La deuxième saison, l'histoire coule beaucoup mieux. Sur la finale, j'ai eu quelques petites réserves, mais ça s'est bien rattrapé quand même. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, contrairement, tantôt, je parlais de The Boys, où ça a été tellement changos que ça me fait chier parce que ça ne respectait pas l'essence, c'est que tandis que la bande dessinée de Gerard Way est tellement fuckée, c'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement juste du fun, que le fait que la série TV ne le respecte pas, c'est bien, parce que là, on travaille sur le côté humain des personnages, et dans la deuxième saison, on la travaille pratiquement encore mieux. Sérieusement, l'évolution des personnages, comment ils sont présentés,
qu'est-ce qui se passe quand ils sont tournés en 1963, 10 jours avant l'assassinat de JFK. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là? C'est merveilleux, ça s'écoute tout seul. C'est 10 épisodes, ils ont respecté le 47 minutes et moins, c'est qu'il n'y a jamais un épisode qui est trop long. Il y a quelque chose, tu sais, il y a peut-être les Suisses, peut-être que vous allez comprendre après le milieu de la saison, que c'est passé avec les autres, je sais pas, mais au niveau de la musique, dans la première saison, c'était super important. Il y avait beaucoup de monde qui dansait. C'était cool, c'était différent pas mal. Tandis que dans la deuxième saison, c'est plutôt sur la façon que ça a été tourné, c'est toujours en mouvement, ce série-là. Peu importe que ça soit la caméra ou n'importe quoi, c'est toujours en mouvement et la musique est omniprésente. Et je vous invite à faire quelque chose. Dès que vous voyez une séquence d'émission qui est importante puis que vous entendez une toune qui part un peu plus fort que la normale, partez votre Shazam. Checkez le nom du groupe ou le nom de la chanson. Transformez-vous en cette ancienne divinité de l'univers de DC. Non, c'est ça, mais regarde. Je viens de la comprendre. Ouais, Shazam! ça. Shazam, non. Écoute, Shazam! Shazam, non. Mais regardez le titre de la chanson ou le nom du groupe et vous allez voir qu'il y a une référence directement avec le moment qui se passe. Il y a un épisode où ce que Number 5 se bat contre lui d'une autre époque. Le vieux qu'on voyait dans la première saison se bat contre le jeune. C'est quoi la tune? C'est Dancing with Myself. Qui part. Ouais. Tu sais, il y a toujours des références en permanence Mais tu sais tout que, le long. à cause de toi, Jean-Nic va réécouter la série avec Sophie à soir, puis il va dire Shazam! Shazam! Mais là, ça marche pas! Apparemment, quand il y a de la musique, il faut que je me transforme. Ça marche pas! Ah, mais effectivement, mais ça n'a aucun lien avec la bande dessinée. OK. Jean-Nic, je suis curieux de t'entendre un peu. Je suis un petit peu moins excité, mais je suis rendu un petit peu moins loin. Je l'ai commencé. OK, tu l'as pas fini. Non, j'ai pas terminé. J'ai les 3 premiers épisodes écoutés. Beaucoup de plaisir, mais comme j'ai Alan un peu plus tôt, j'ai lu les BD. Les 2 premières, en fait, j'ai pas encore lu la 3e, puis quand ils sont sortis, et j'ai des souvenirs très vagues. De la première saison, je me rappelais de l'intrigue principale, mais la 2e, pas pantoute, là, je suis content, on en discutait tantôt, puis OK, c'est comme pas important que je me rappelle pas de la 2e. Le créateur de Jarway, c'est plus un gars, genre d'idées que de scénarios intéressants. Fait que c'est des scènes, des trucs cool qui pop. Puis je pense que la série s'y prête bien. Il y a beaucoup de bonnes idées constamment qui sont garochées. Mais j'ai hâte de voir comment tout ça va se ficeler puis qu'est-ce que ça va raconter. Parce que, en tout cas, à venir à date, les endroits où ils s'enlignent dans la trame narrative de la saison 2, je fais comme... Ça fait déjà vu un peu. Autant c'est éclaté, des voyages dans le temps, puis une invasion des Russes aux États-Unis, mais en même temps, je trouve qu'il y a comme un rien qui explose encore, là, qui fait comme c'est vraiment cool. J'aime les personnages, mais j'ai hâte de voir c'est quoi la structure qu'ils vont avoir choisie. Mais les critiques sont super bonnes à venir en date. Ben, c'est là justement que le personnage va tout prendre. C'est parce qu'on est dans les 1963. Rumor, qui est la personnage noir de la série, c'est sûr qu'elle a une relation avec un autre noir qui est comme un activiste de l'époque. Sauf que de la façon que c'est apporté, c'est super bien apporté. Puis ça, c'est raison. Puis surtout qu'elle, avec son pouvoir, qu'elle peut influencer n'importe quoi. Ça va travailler sur le fait qu'elle refuse d'utiliser son pouvoir, ce qui se suit avec la première saison, parce qu'elle avait eu un mariage puis un enfant sur lequel ça avait échoué à cause de ça. Tout a un lien, classe, qu'est-ce qui se passe avec son culte. Mais en même temps, tu vois, ça m'a comme gossé un petit peu aussi, parce que tu sais, la prémisse, c'est comme, dans le fond, à la fin de la première saison, ils se téléportent tous, et ils arrivent dans les années 60, mais tout à des périodes décalées. Un an exactement d'intervalle chacun. Fait que, ils n'arrivent pas en même temps. Fait qu'ils sont tous perdus l'un l'autre. Et la prémisse, c'est qu'après ce moment-là, on les suit dans leur vie ou comment ils se recroisent puis comment ils essaient d'empêcher cette catastrophe-là d'arriver. Mais je me dis, tabarnouche, ils ont laissé tomber vite pour genre une gang de super-héros, là. Genre, ça a pris 3 mois, puis genre, il y en a une, elle s'est mariée, puis elle a refait sa vie. L'autre erreur. Tu sais, je veux dire, oui, t'as le présent, mais je fais comme, ils ont passé à autre chose sur un moyen temps. Ils n'ont pas passé, c'est parce qu'elle a passé au-dessus de 3 ans là. Il y en a qui ont passé 5 ans là-bas. Là. Mm-hmm. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même pas tant que ça quand t'es un super-héros qui a sauvé l'univers. Tu sais, en tout cas, t'as aucun moyen de voyager dans le temps. T'as aucun. Ça t'as un petit frère qui voyage dans le temps. Ouais, non, même lui, il n'est pas capable de voyager. Il n'est pas capable de choisir exactement ce qui s'en va, puis il ne sait pas ce que ses frères sont. Ça, il prend une valise qui n'a pas accès pour voyager. Il n'y a vraiment aucun accès. C'est que tu es perdu dans le temps, tu ne sais pas ce que sont tes frères. Puis, tu sais, c'est pas du monde qui sont hyper technologiques comme dans la série TV. Là. Ils sont perdus dans le temps. Regarde, on va voir ce qui se passe avec Number One, Luther. Ben lui, il devient un gros dépressif qui fait des combats de rue. Ouais, mais tu sais, je veux dire, du moment qu'ils se retrouvent, tu sais, ils ont comme pas l'air surpris. Ah, t'es là. Moi, mais là, ça me tente pas d'embarquer dans ton jeu, puis tout. Ça fait déjà un an qu'on s'est pas vu, puis... mais t'as peur, t'as passé genre 30 ans dans les années 2000 avant. Il a écouté 3 épisodes pour le voir.
Chicanez-vous pas, les gars. Mais là. c'est parce que dans la première saison, cette chose-là, même qu'ils se sont revus dans la première saison, ça faisait pas loin de 10 ans que c'était pas vu. C'est une famille qui est dysfonctionnelle, mais c'est des frères et sœurs. Ça fait que, en tant que frère et sœur, mais ça faisait 10 ans que tu n'as pas vu ta sœur ou ton frère, il va toujours avoir un lien qui va s'en faire. Là, vous devez vous mettre à ma place. T'sais, d'un côté, j'ai Jean-Nic qui a juste écouté 3 épisodes puis qui lance des jugements. Puis de l'autre côté, j'ai celui qui a probablement lu les 3 dictionnaires visuels que ça prenait pour comprendre la série, qui essaie de nous faire comprendre qu'on n'a pas compris. C'est parce que Jean-Nic, il va sur le point de vue, c'est parce que si tu y vas à la base avec Umbrella Academy, c'est que Reginald Hargreaves, il a recruté 6 ou 7 enfants, mais sur 43 mutants qui ont été créés par rapport à une catastrophe cosmique. OK, rendu à partir de là, oui, qu'est-ce qui s'est passé, puis il se retrouve là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 37 autres qui n'ont pas été recrutés? Sérieusement, on s'en encore là, c'est rendu là. Non, je comprends, mais de ce que je comprenais, c'est qu'elle était arrivée dans le temps et elle a accepté son sort plus rapidement. Assez rapidement, c'est ça. Assez rapidement. Ben, Moi, c'est parce Tous les personnages, c'est comme ça fait partie il n'a de la pas game. vu l'épisode qui explique ça, c'est parce qu'il faut pas oublier que d'après 16 ans, elle s'est fait ouvrir la gorge, puis elle a passé 1 an et demi sans être capable de parler. Puis c'est tout ce qui s'est passé, les relations qu'il y a eu. Je parle pas de ce personnage en particulier, je parle de tous les personnages, comment ils ont accepté leur situation et construit leur vie dans cette nouvelle année 60. Ils ont toujours été là, des personnages qui s'adaptaient à n'importe quoi, ils ont été entraînés pour ça. Mais bon, passons. Donc, c'est un go. Oui, c'est très bon quand même, là, malgré ce que je soulève. Ben, ça, c'est du chiolage de Jean-Nic pour rien. C'est Ben, pas c'est- Jeff Lemire qui l'a écrit, ça fait qu'il peut pas comprendre. Donnez-vous la main, là. Il n'y a pas de chicane. Ça va bien, là. Hein, c'est une bonne série, pareil. Bon. Les gens sont pas obligés d'avoir tous les mêmes goûts, c'est pas grave. Mais non, c'est correct. De toute façon, au final, vous avez aimé ça tous les deux. Ouais. Bon, that's it, Ben, that's all. sérieusement, rien que le premier épisode, là, c'est très explosif. Non, il va falloir que je me tape la première. J'ai même pas écouté la première saison. Tu me demandais l'autre fois si je l'avais écouté. Puis non, écoute, ça m'a échappé ou ça a été un moment où je devais avoir genre 1 million d'autres choses à faire. Puis tu sais, Netflix, on dirait que c'est la saveur du moment. Tu le fais là. Puis là, si tu l'as pas fait là, on dirait que tu tombes dans la boîte de en retard, j'attends la chose qui va sortir. C'est plus le temps d'écouter Tiger King. C'est ça, c'est plus. Là, Ben, non, tu ris, là, mais c'est un peu tellement début 2020. Mais c'est un peu ce qui est arrivé. Tiger King, tout le monde me disait de l'écouter, mais j'ai plus le goût de l'écouter parce que tout le monde l'a écouté, tu comprends? Puis t'as entendu les jokes. sur Fait que tout, c'est ça, puis- puis là, j'ai peur de juste perdre mon temps à l'écouter. De toute façon, tu as vu les 3 autres procès qui sont ouverts. T'as plus Euh, besoin de... Fait, tu comprends que c'est niaiseux comme raisonnement, mais on dirait qu'il faut que tu l'écoutes quand ça se passe. Ouais. Tu sais, comme quand j'ai écouté The Last Dance de Michael Jordan, fallait que je l'écoute là. Tu sais, j'avais pas comme de moyen. Tu sais, je l'écouterais pas aujourd'hui, mettons. Ça a donné quand ça a sorti. Bref, Umbrella Academy, donc disponible 2 saisons sur Netflix. On va parler un peu de DC. Tiens, j'ai le goût de parler de Flash Forward, Dead Metal. On continue cet événement-là. On sait que là, il y a un autre événement qui s'en vient chez DC, Endless Winter, qui finalement va remplacer G5, là, ça fait 5G. On n'entend plus parler, c'est terminé, je pense, cette histoire-là. Yeah. Ben, on sent encore l'idée directrice, mais au moins, on sait que ça s'en va plus sur les héros ont l'âge respectif, puis on y replace tout. On sent plus que ça s'en va sur un alignement temporel, puis qu'on s'en va sur le pré-2005 de DC. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de rétablir l'univers avant Final Crisis. Là. L'univers New pré-Flashpoint, là. Ouais. Le pré-Rebirth, dans le fond. Ouais, même pré-New 52. Ouais, Pré-Flashpoint, en fait. Ouais. Là, je pense que c'est vers là qu'on s'en va, tranquillement, pas vite. Minus 52. Minus 52. Je sais pas s'il va y avoir une seule terre à la fin de tout ça, mais bon, dans Flash Forward, ça se trouve être la mini-série qui est supposée nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à Wally West. Ben, la question qu'on se posait après avoir écouté après avoir lu le premier épisode de Dead Metal, dans le fond, pourquoi que Wally West était bleu puis était caché dans une cave. Mhm. Donc, dans Flash Wars, ce qu'on se ramasse, c'est que tu as comme une entité qui s'appelle, là, il l'appelle, c'est Tempus qu'il l'appelle, le Fuginote. Ouais, c'est ça, Tempus le Fuginote, qui présente là que lui, ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il a vu la naissance, puis l'écoulement du multivers, puis la naissance du Dark Multiverse, dans l'univers inverse, puis que lui, dans le fond, il peut pas interagir, puis il cherche un héros qui peut avoir un impact là-dessus. Mais là, on se ramasse avec Wally West. En suivant pas de Flash, j'ai appris que, dans le fond, dans la série principale, il a fait une gaffe. Il a tué Roy Harper et une couple d'autres héros. Il en a Exact. tué... Dans Heroes in Crisis. OK, ouais, il en a tué pas loin de 13, ça, je pense. À peu près. Ouais, à cause qu'il n'a pas été capable de se contrôler. Ouais, il en a tué une couple. C'est qu'il est en prison, puis il a accepté son sort. Exact. Ben, il a essayé de framer Harley Quinn, puis une coupe de Booster vilains, là, Gold, Booster Gold, puis finalement, il s'est fait pogner. Puis tu sais, juste en parenthèse, là, l'histoire de Wally West depuis Flashpoint est très, très compliquée parce qu'il faut comprendre qu'avant Flashpoint, le Flash, c'est Barry Allen, mais Wally West est là aussi. Arrive Flashpoint,
on arrive dans New 52, Wally West n'existe tout simplement plus. Et c'était un préféré des fans. Les fans adoraient Wally West. Ça a été le Flash des années de 1985 à jusque Barry Allen revienne. La run de Jeff Jones, c'était incroyable. C'est tout Wally West. Et c'est un personnage qui était très apprécié, tellement que dans les dessins animés, c'était Wally West. C'était pas Barry Allen qu'on prenait, parce que c'était lui le Flash. T'sais, il l'avait remplacé de Flash. Parce que Al Jordan est décédé, Barry Allen est décédé, puis ils sont décédés pour le monde de comics quand même longtemps. Mais dans la culture populaire, Barry Allen est quand même resté là. Tu sais, la série des années 90, c'était Barry Allen. C'était Barry la Allen. nouvelle itération du Arrowverse, c'est Barry Allen. Mais Barry aussi. Allen, on s'était fait un point d'ordre chez DC que c'était une vraie casualty de la crisis. C'était un mort qui allait rester mort. Il s'est sacrifié pour la. Il y avait deux personnes qui allaient rester morts. L'oncle Ben puis Barry Allen. On s'était fait, là, chez DC, là, quand on disait on pourrait ramener Barry Allen, le monde l'urticaire, le poignet. C'était le Bucky de DC. Exactement. Fallait qu'il reste mort. Puis bon, Joe Jones, quand il a vu le succès que ça a eu de ramener Al Jordan, a ramené Barry Allen. Et en ramenant Barry Allen, Wally West est devenu expendable. Ça servait plus à grand-chose. Ça servait plus à grand-chose. Fait que quand ils ont reparti New 52, fuck Wally West. Mais la pression a tellement été forte qu'on a fini par découvrir qu'il n'a jamais été réellement effacé. Il a survécu. Et quand il est revenu dans le Rebirth, il est le seul qui se souvient de tout ce qui s'est passé avant Flashpoint. Ou presque. Effectivement, parce que comme il en parle dans la série Flash Forward, c'est que pendant qu'il est en prison, puis il a accepté son sort, puis à un moment donné, il y a une journaliste qui l'appelle, c'est Linda Park, puis lui, il fait comme, elle se rappelle pas, mais moi, d'un autre univers, je l'ai mariée, puis on a eu 2 jumeaux ensemble qui sont Jay et Iris. Les jumeaux qui sont venus au monde de façon assez random, parce que lui, quand il se battait contre Reverse Flash, il a comme créé un vortex temporel, puis elle, pendant qu'elle était à l'hôpital, elle est tombée enceinte instantanément, puis elle a accouché. Ça, c'est vraiment la run de Jeff Jones, c'est que lui, il se rappelle de cette époque-là, c'est-à-dire, comme on disait, le pré-52. C'est que lui, il fait comme, moi, je me rappelle de tout, mais je peux rien faire, puis tout le monde a oublié. Lui, il se rappelle de la GSA, il se rappelle de tout. C'est que là, t'as Tempus qui arrive, à un moment donné, pendant qu'il est en prison, puis que finalement, tout est entraîché parce que le monde veut le tuer. Puis Tempus, il fait comme, là, tu comprends pas, le Dark Universe est en train de gagner, il y a des essences ténébreuses qui essaient d'envahir le multivers, puis toi, tu dois les éliminer, puis il donne un staff de lumière bleue. Puis là, lui, il commence à courir à travers les multivers, puis il élimine le Dark Matter partout ce qu'il va pour sauver des multivers. Mais à chaque fois qu'il fait ça, lui, il y a comme une run de rédemption qui se rend compte de ce qu'il a fait, puis qui accepte le mal qu'il a fait, puis qui accepte sa place. Donc, tu as toujours ça qui se passe. Jusqu'au temps que tu arrives à la fin, puis qu'on explique ce qui va se passer avec Dead Metal, c'est qu'il se pointe devant la chaise de Mobius, puis que Tempus, il dit, tu comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il fait comme, je pense que oui, je comprends ce qu'il faut que je fasse. Il prend la chaise de Mobius, il devient le flash bleu avec le symbole, justement, de Dr. Manhattan. Puis lui, il part en ligne droite, puis il refait le Pre-New 52. Il est en train de refaire l'univers, puis tu vois qu'il touche au Wally West qu'on voit dans Young Justice. Il touche à toutes ces incarnations de Paul. Il refait l'univers jusqu'au temps que tu entends à la fin, ha, 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 ha. Tu vois la grosse face du Batman Wolof. Fini les émissions parce que en parallèle, c'est tout ce qui se passe avec Perpetua, finalement. Exactement, où ce que le Batman Wolof a réussi à passer par-dessus Perpetua, puis il a gagné la guerre. Puis là, on se retrouve dans Dead Metal, où il y a de moins en moins de terre, de moins en moins d'univers. Je pense qu'il en reste 6 dans le deuxième numéro. Wally West est la seule personne qui peut recréer l'univers. Exact, fait qu'ils ont besoin de lui. Ils l'ont recruté parce qu'ils ont besoin de lui. Le plan de Wonder Woman, en fait, là, c'est de justement vaincre Batman Olaf, vaincre Perpetua et se servir de Flash pour refaire l'univers. Exactement, parce qu'ils sont allés chercher Jesse, c'est qu'ils sont allés chercher Jay Garrick, ils ont recalé Barry Allen parce qu'ils ont besoin de 100% de la Speed Force pour jumpstarter Wally West pour recréer l'univers du DC. C'est le plan de Wonder Woman. Hey, je lis de la BD de Batman où il essaye d'empêcher un Clayface de voler une banque. On ne pourra pas reprocher à la Justice League de ne pas mettre de l'avant des enjeux majeurs. Des personnages qui voyagent dans les univers pour recréer le temps. Puis moi, je lis des histoires. Il essaie d'arrêter un voleur de pogner un diamant. Il y a 2 choses là-dedans. Tu peux aimer les comics parce que justement, tu aimes ces histoires-là que j'appelle Elseworld, puis que tu n'as pas besoin d'avoir rien lu, puis que c'est quand même assez simple, puis que c'est ce que j'appellerais grounded. Et tu peux aussi aimer les comics pour ces histoires qui ont juste pas de bon sens, puis qui là, écoute, ça te prend 250 numéros pour espérer comprendre. Puis même quand tu lis tout, t'es pas sûr que tu comprends tout non plus.
Puis juste te laisser bercer par le awesomeness de tout ça, tout simplement. C'est-à-dire regarder les dessins puis faire comme wow. Parce que vous êtes constamment tous les deux là, dans ces grandes séries-là. Tu sais, c'est comme moi qui a de l'air du DC fanboy, puis je suis jamais en train de lire ça. Puis, tu sais, je vais peut-être le lire dans 10-15 ans puis me rattraper, mais genre, ça me parle tellement pas. Puis là, toutes les fois que j'entends, ça va de plus en plus gros, puis avec des noms de personnages super complexes. Mais c'est parce qu'à un Ils moment ont donné. plein de pouvoirs, puis je fais comme, c'est tellement big. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'as inventé le gars qui détruit l'univers parce que c'est l'anti-univers, comment tu peux aller plus loin que ça? Comment tu peux aller plus loin que le gars qui est Lui, anti-univers? C'est rien que la pensée d'un autre gars C'est que ça. les univers sont dans lui. Puis lui, sa mère a été enfermée, tu comprends? Puis elle a fait encore plus de multivers. Mais là, on va juste espérer que chemin, ils ont tout créé plus over the top pour revenir à quelque chose qui était plus standard. Donc, en revenir à ce qui fonctionnait Ben, avant. New 52. Et ils vont-tu le C'est tout le respecter temps après ça ça? qu'ils font. On va espérer, là. Parce que, puis on va espérer aussi que quand ils vont réussir d'ici, là, tabarnak, je veux acheter encore des comics en papier, je veux pas tout acheter sur Internet, OK? Oui. Puis tu sais, j'espère simplement. Puis tu sais, on va se le dire, là, ça suce l'univers d'ici, là, parce que t'es en train de te taper tout ça, là, ce qu'on vient de vous expliquer d'univers, puis de manger d'univers, pour finalement savoir que dans 6 mois, t'es dans un endless winter. Ça suce, là! On OK? sait déjà que ça ira pas très bien. Ça là. suce, là! Tu viens de te taper tous les mangeurs d'univers, là. Mais il faut pas oublier que Scott Snyder a annoncé qu'il se retirait du mainstream de chez DC. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ce qu'on te raconte là, il n'y en aura plus, là. Parce que lui, eux autres, ils présentent ça comme, je pense dans Dead Metal 2, ils l'écrivent, hein, un anti-crisis. Ouais. Tu sais, ils présentent ça comme genre, là, regarde, on vous l'avait pas dit que c'était une crisis, là, on vous l'a pas vendu de même, là, mais ça a quasiment plus de répercussions qu'une vraie. Là. Mais c'est la plus grosse crisis qu'il y a jamais eu chez DC. Ça a commencé avec le Doomsday Clock qui a commencé il y a au-dessus de 3 ans. C'est gigantesque. C'est gros, c'est très gros, c'est très, 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 très gros. Ils ont pris goût à ça depuis Infinite Crisis, je pense. Puis, Oh oui. Mais puis ça a toujours été ce que vous évoquez aussi, mais je veux dire, l'Infinite Crisis, c'était ça à la base. C'était une manière pour eux de réparer les problèmes scénaristiques qu'il y avait chez DC. Puis ils sont tout le temps pognés avec ça. À toutes les fois qu'ils font comme, bon, là, c'est réglé, on part comme faut. Là, on a vu c'était quoi l'objectif avec ça, c'est de crisser d'or d'idiot. Ouais, je pense que oui. Puis, Ouais. Mais tu sais, il va en avoir un autre qui va Ben arriver oui. l'année prochaine, puis lui, il va avoir une autre idée. Fait qu'il va T'sais- faire, je suis désolé, mais votre nouvelle ligne, ça me plaît plus. Mais- Puis on en redécolle sur quelque chose mais d'autre. tu sais, Jean-Nic, puis- il l'avait réussi avec New 52, je pense, de repartir l'univers. Il l'avait, là. Ouais, mais le Il problème, l'avait. c'est que c'est pas toutes les séries qui ont vendu, qui ont suivi. Ils se sont Ça a ramassés pas avec certains marché. problèmes. Puis t'as Superman en particulier, T'as des monde auteurs, tripait c'est pas, ça. fait Puis t'as des auteurs qui sont partis en vrille parce que tu les as pas vraiment surveillés puis tu les as pas gardés en ligne parce que tu t'es dit, ben, tu sais, ma nouvelle ligne éditoriale, c'est que tout est recommencé. OK, parfait, on y va tout de suite avec le gros gars qui vient d'un ultra-univers que Superman va être obligé. Là, tu fais, ouais, mais t'as peu, man, là, il vient d'avoir ses pouvoirs, donne une calmos, chance, là, là, ouais. calme. Tu sais, t'as beaucoup d'histoires de Superman et de Clark Kent qui rentrent pas d'un cadre de porte avant d'en arriver au mangeur d'univers, là, tu sais. Mais Superman, ça l'a enflé, en fait. Pendant que Schneider faisait de quoi qui avait du sens dans Batman, puis que Azzarello a pondu, selon moi, l'une des meilleures de Wonder Woman. histoires de Mais c'est Wonder ça, Woman il l'a que fait j'ai comme lues. en parallèle. T'es pas C'est- beaucoup sur la terre. Là. Tu C'était- gères Mais c'était le ça. côté mystique. Mais puis c'était divin ça, de New Wonder 52. Woman. C'était supposé être ça. Aquaman de Geoff Jones, C'était là-dedans, il était New là-dedans. 52. Il était vraiment ça, moi Puis aussi, le celui-là. Justice League était écœurant. Le Justice League était complètement fou. Ça nous a amené jusqu'à Darkseid War. Puis c'était parfait. T'sais. Il nous réintroduisait Apocalypse. Il nous réintroduisait Superman, Batman qui se rencontraient pour la première fois. Ouais, parce T'sais, que les New Gods étaient présentés là-dedans. Exact. Tu sais, c'était superbe. Mais là, t'as tous ceux qui ont chialé que la GSC était effacée, que Wally West était plus là, que Superman était rendu trop fort, puis que le Superman était... Puis ça, c'est vrai, il était pas le fun. Non, c'était pas bon. Il était antipathique. Il était Man of Steel. Il était ça déprime. Ouais, il puis était ça, pas... ça vendait pas non plus. Ouais, Tu ça sais, vendait pas. DC, il faut que tu vendes du Batman, du Superman. C'est puis pas le dans le reste va suivre. Rebuild qu'ils l'ont fait dessiner par John Romita puis il perdait ses pouvoirs qu'il faisait son solar flare. C'était Une pas affaire de nécessairement même. mieux, ça. Non, c'était pas génial. Fait que là, ils ont été obligés de nous faire croire que le Superman pré-Flashpoint était sur Terre tout ce temps-là, dans une ferme. Puis il regardait. Puis là, il a compris qu'il faut qu'il Avant de revienne. revenir en action. Puis ils ont tué le Superman de New 52 avant de les converger ensemble. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu vois que ça a chié. Qu'est-ce que tu veux? Sur Batman, ça a fonctionné. Sur Wonder Woman, ça a fonctionné. Mais malheureusement, pour le reste, ça n'a pas marché. Puis c'est de valeur parce que je suis en train de lire Suicide Squad de New 52. La série, OK, avant Tom Taylor. Ouais. Puis c'était C'était super écœurant. bon. Ouais, je l'ai C'était- lu, cette run-là. C'est- Kick in the teeth, là, c'est que... Hey, man, c'est violent. Là. Il y en Oui. tue du Superman là-dedans, man. Là. Ouais, ils se sont gâtés. Tu vois qu'ils ont pris le catalogue puis ils ont fait lui, on s'en sort pas, lui, on s'en sort pas. Et non. Présentement, Pas de là, si vous parlez que le point commun qui chiait tout le temps, c'est Superman, présentement, ça va bien. Ben, Bendis est là-dessus, puis ça va bien. Sérieusement, ça fait 2 ans, ça fait presque 3 ans, son corps de Superman Unchained.
Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. Non, mais chez Batman, ça non, c'est vend pas plus. l'Unchained, c'est juste sur Superman la première C'était série. Man of Mais Steel. Man of Steel, On ouais. est comme dans une période aussi, oubliez pas, dans 3 semaines, c'est l'event de DC. Là. C'est leur Comic-Con à eux Ouais. où ils vont tous annoncer de gros trucs. Fait que, tu sais, attelez-vous d'ici là, je pense pas qu'on va avoir de gros reveals. On sait pas vraiment où on va s'enligner. Ils vont tout garder là. Le pour Endless que- Winter, c'est là qu'ils vont le Ah, présenter. c'est sûr ça. qu'ils vont Ils s'en l'annoncer vont. là. C'est exact. Mais Dead Metal, ça continue avec le numéro 2 à être, si on fait abstraction de tout ce que je viens de te raconter, qui est très compliqué, sympathique et cool. Et ils ont réussi à rendre Batman Oulaf encore plus cool. Ah oui, effectivement. Ils l'ont cloné avec un corps de Dr. Manhattan. Il devient Darkest Night. Puis il devient tellement puissant que Perpetua, qui est en train de détruire le multivers, elle a ressenti une répercussion. Puis elle fait comme, t'es en train de me jouer dans le dos. Puis lui, il a fait, oh non, tout est sous contrôle. Tout va bien. Je suis juste rendu plus fort que toi, mais tout va bien. Tout va bien. Et Et là, là, il nomme un de ses Robins roi. le Robin King. Robin King. Hey, sérieusement, j'ai hâte de voir que ça va faire, ce petit Robin-là. Écoute, le one-shot se vend déjà sur eBay près de 25 $. Il n'est pas sorti encore. Nous, on l'a commandé, là, parce que je me semble que je t'avais fait commander tous les one-shots. Là. Pas à 100%, mais il me semble une coupe à Il loin. me semble qu'on a une bonne gang, là. Mais je pense que ça va être le genre de personnage qui va peut-être rester dans la mytho, là, parce que c'est intéressant. D'ailleurs, le Batman Oulaf et ses Robins, ça fait partie de la prochaine série qui va sortir de Joie de McFarlane du DC Multiverse dans le temps des fêtes. Cool. C'est que tu vas voir le Batman Oulaf et ses petits Robins. Mais honnêtement, quel bon personnage. Tu sais, c'est comme... Ouais, le look est cool. Puis- C'est vraiment un beau personnage. Là. Avec sa couronne de Sauron. Ah, il est génial. Moi, je l'adore. Mais bon, donc voilà pour ce qui est de Flash Forward Dead Metal. Vous avez lu Smile Killer. Oui. Parce que, tu sais, il fallait bien qu'il se fasse pardonner pour les 3 mauvais Batman, 3 mauvais Joker qu'il nous a donnés. T'étais un là. peu de mauvaise foi. C'était quand même, avoue-le, c'était quand même bien. Là. Je veux dire, c'était pas de la mauvaise BD. Je Non, t'as comprends que raison, c'était- c'est parce que Stephen Subject, il a chié dessus en même temps. C'est juste pour ça. Non, mais Probablement. c'est pas juste ça, c'est parce que c'était pas nécessairement ce qu'on voulait lire. C'était une belle BD psychologique, mais qui amenait rien, puis c'était tellement hors série. C'est pas ce qu'on s'entendait d'un Black Label. C'était oubliable. Puis c'était surtout le même sujet, puis on en a Ouais, déjà parlé, que les que 4 Harley Quinn. autres. Fait qu'à un moment donné, on était juste comme, êtes-vous capable de nous servir autre chose que Harley Quinn puis Joker? C'est juste ça, là. Tu sais, moi, j'en prendrais un Black Label sur Poison Ivy, là. Je serais pas déçu, là. Dessiné par Stéphane Sajcic. Mettons. Mettons. Vous voyez pas la bave couler. des Alors, mais lèvres, tu sais là. que je me suis fait insulter par Stephen Subject cette semaine? Insulté. Ben, pas insulté. En fait, je pense qu'il m'a fait passer pour un cave. Il était sur Twitch en train de dessiner. Puis il est en train de dessiner de Queen and the Woodbourne, qui va être quelque chose qu'il va lancer plus tard. Là, puis bon, pour faire une histoire courte. Puis il prenait les questions sur le chat. Puis là, j'ai dit, je te gage que DC t'a empêché de faire un sex scene dans Orleans. Ça aurait été vraiment cool, tu sais, tu sais, c'est leur mature line, tu sais, c'est pour les adultes, j'aimerais ça, tu sais, ça aurait été le fun. Et il m'a répondu, ben, en fait, il n'y avait aucune raison d'avoir une sex scene. C'est pas à propos de ça, pas en tout, Arlene, puis j'avais pas d'idée de mettre ça là. T'as arrêté de lire les. J'ai eu l'air du gros comic book guy qui voulait juste voir les totons à Harley Quinn, puis qui était déçu. C'est quoi, on dit ça, c'est coït interrompu? J'ai eu l'air du gros pervers, genre. T'as l'air à pêche là, pour qu'ils disent ah ouais, t'aurais aimé ça, je vais t'envoyer les sketchs que j'avais. Non, fait. mais je pensais qu'elle allait me dire quelque chose du genre DC sont trop prudes pour me laisser faire une affaire de même. C'est eux autres qui m'ont empêché. J'avais d'ailleurs une super de belle scène, mais non, ça a plus été comme gros perv, va te crosser tout seul dans ton T'as rien lit. compris, T'as genre de. rien compris de la BD. Dans le fond, t'es là juste parce que je dessine du cul, va-t'en. Fait que j'ai vraiment eu l'air de... La première et dernière question de Martin. Ah, je vais sûrement y reparler un jour, mais je vais changer mon nom. Sur Twitch, je vais juste changer mon nom pour qu'ils me reconnaissent. Il va s'appeler l'homme qui lit ses BD d'une main. L'homme qui aime l'histoire derrière les dessins. Il va regarder ton nom, M. Thomas Côté. Non, c'est trop évident. Martin T. Côté. Exact. Je vais faire ça de même. Mais bon, tout ça pour dire que Smile Killer, c'est-tu bon finalement? Oui. Ben, c'est du Jeff Lemire, c'est sûr qu'il va dire oui, mais malheureusement, je suis d'accord avec lui. Oh! C'était bon. C'était bon. Mais je veux dire, Ça reprend l'essence du premier où tu as un psychologue qui se fait comme influencer par comme un semi-show de TV du Joker, puis son fils se fait embarquer là-dedans. Sauf que là, tu te rends compte que c'est Bruce Wayne qui est jeune, qui se fait influencer par la petite marionnette Monsieur Smile. Puis il force à s'automutiler et à faire des niaiseries. C'est que là, tu te rends compte, tu fais comme, ouais, mais comment un Joker fait pour influencer un jeune Bruce Wayne? Jusqu'au temps que tu te rends compte plus tard que Bruce Wayne est Arkham,
qui n'est pas Batman, qui est enfermé avec le gars de la première série, puis qui essaie de se convaincre qu'il est Batman, mais que tout le monde... Dans sa tête, c'est Joker, puis c'est Hugo Strange qui ont dû me faire ça, puis là, il faut que je réussisse à parler au commissaire Gordon. Puis là, ils font comme, il n'y a pas de commissaire Gordon. C'est le docteur Gordon, c'est ton docteur, puis Batman n'existe pas. Puis quand tu termines le numéro, c'est pas genre, il s'est fait avoir. La question reste vraiment là, genre. Ouais. Ça se pourrait que Batman, ça soit une création de ce jeune garçon viré fou. T'apprends que sa mère est encore vivante, mais que c'est lui qui a tiré une balle dans le cœur. C'est lui qui a tué son père. Qui a tué son père. Parce que M. Smile, à la TV, l'a convaincu de tuer son père. Hey, c'est fucké, et il s'est construit. M. Smile ressemble un petit peu au Joker. Et il s'est fait un espèce de maquillage pour tuer son père. Puis il y a tout le temps cette image-là. Fait que ça mettrait pourquoi il chasse tout le temps Joker, qui est sa vision qu'il n'aime pas de lui-même. En parallèle, tu as Batman qui fait une enquête, puis qui tombe quelque part, qui se fait blesser en attaquant le Joker, mais il tombe sur Monsieur Smile que Joker aurait créé. Ça fait comme, comment ça serait possible que deux choses à 30 ans d'intervalle puissent exister aussi? Mais il est pas dans sa tête. Puis qu'est-ce que ça finit? Il réussit à s'évader d'Arkham, puis il fait comme, je suis Batman, et c'est marqué The End avec un point d'interrogation. Ah, cool. Y a-t-il une suite de prévu? Non. Non, puis je pense que c'est bien qu'il n'y en ait pas comme ça non plus, parce que je pense que c'était ça, le but de la BD. Nous mettre dans la tête, ça se peut que Batman, dans le fond, n'existe pas. C'est une création d'un homme viril. Last Night of Earth commençait comme ça, avec un Batman en hospice, avec un Alfred qui allait le visiter, puis en disant, écoute, t'as jamais été Batman, t'as toujours été dans cet hospice-là. Puis tous les employés de l'hospice étaient sa Rogue Gallery. Tu sais, puis écoute, quand j'avais lu ça, moi j'avais fait comme wow, quel bel twist, puis ils ont tout fourré ça. Ouais, mais Smile Killer, sérieusement, contrairement à la première série où ce que l'art est un peu bizarre, l'art rend justice à la BD. J'espère qu'il va être dans le hardcover de Smile. Ouais, j'ai l'impression que oui. Ouais, il y aura presque pas le choix, mais... Parce que sinon, c'est un one-shot que tu peux rien essayer de racheter quelque part, puis ça commence à être difficile à ce moment-là. Effectivement. Walking Dead a sorti quelque chose de nouveau aussi. The Alien. C'est bon? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un one-shot. Toi, tu avais lu le Negan Live. Here's Negan. Here's Negan. Dans le fond, c'est très léger. Ça se passe à Barcelone. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est là, qui essaie de sauver un enfant, mais que le flot se fait bouffer par des zombies. Puis il y a une fille en armure qui vient l'aider. Ça parle un petit peu de la relation de lui et la fille pendant qu'ils veulent réussir à prendre un bateau puis aller rejoindre un millionnaire pour se sauver en avion pour retourner aux États-Unis. OK. Le concept, c'est quand même très, très court. Mais ce qui est apporté d'intéressant, c'est que dans Walking Dead, on est toujours dans le point de vue de ces personnages-là qui sont beaucoup dans le milieu ou le sud des États-Unis. Là, on nous met à Barcelone. Donc en Europe. Exact. Et c'est un thinking qui est complètement différent. Il y a une scène où ils veulent se diriger vers un bateau, puis la fille a fait comme, on n'ira pas où les zombies sont, on va passer sous terre. Parce que en Europe, il y a beaucoup de constructions sous la terre, des tunnels, ce qu'on n'a pas nécessairement ici. Fait que ils ont mis une twist. Comment ça se passerait? Puis, les gens là-bas qui ne sont pas encore transformés ont beaucoup l'impression que c'est les États-Unis qui ont envoyé ce virus-là. Ils se demandent si ailleurs sur la planète, c'est la même chose qui se passe. Donc, tu as vraiment comme la vision européenne. En même temps, le problème, c'est que c'est un petit peu trop court. Moi, ça m'a pris genre une quinzaine de minutes le lire. Gros max. Puis il est en hardcover comme Here's Negan. À $20. Fait que l'expérience est short. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Il y a un petit punch à la fin qui vient lier avec tout l'univers. Est-ce que c'est assez pour te dire, avoir une curiosité de te dire pourquoi Kirkman redécolle pas cet univers-là, mais juste ailleurs? Absolument pas. Parce que c'est tellement champ gauche, puis c'est tellement... Ça amène, c'est parce que, comme il disait, ça amène le point de vue de dehors. C'est la faute des États-Unis, mais en même temps, on a entendu dire que les États-Unis ont un remède. Ça fait qu'il faut rejoindre le continent. Ouais. Okay. Ça pointe le fait que les États-Unis sont tellement gros qu'on leur fait toujours toute sa tête, mais d'une certaine façon, c'est tout... C'est eux qui vont sauver en premier, c'est eux qui règlent le problème. Ça traite beaucoup là-dessus, mais la plot twist à la fin avec le personnage aussi, c'est intéressant ce que ça amène. Mais tu sais, ça réinvente pas un BD, c'est sympathique. Est-ce que ça te le prend absolument? C'est t'as Here's Negan. Quoi que Here's Negan est pas mal plus hot parce que c'était une réponse à la popularité du personnage qui finalement est pas... ça va vite l'arc de Negan, pareil, dans Walking Dead. Là, on l'abandonne quand même assez vite. Puis c'était comme une réponse de OK, vous vous demandez d'où il vient, alors voici d'où il vient. C'est son origine. Là. On décolle au même moment que Rick, puis on voit qu'est-ce que lui a vécu. Mais là, celle-là n'a pas vraiment de lien avec l'histoire de Rick. Ah, non, enfin, oui. Il y a un lien avec l'histoire de Rick. OK, dis-moi pas parce que je veux le lire. Non, c'est ça. Mais puis, tu sais, c'est pas une grosse affaire, mais je pense que c'est important de le lire. Si vous aimez l'univers de Walking Dead, on n'est pas à 20$ près quand t'aimes quelque chose. Puis c'est intéressant parce que c'est pas Kirkman qui l'a écrit, c'est Brian K. Vaughan, puis
C'est pour ça que je dis j'aurais aimé ça qu'il en fasse plus, parce que, tu sais, je veux dire, il nous présente 2 personnages qu'on suit sur une trentaine de pages, et après 10 pages, on voudrait vivre avec ces personnages-là. Tu sais, Ils ont le même sont nombre de intéressants. temps. Mais ils ont le même nombre de temps d'exposition que Princesse. Ben, Princesse en a eu un petit peu plus. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Elle n'a pas eu beaucoup, là, ça a fin, mais... Ouais. Qui se crisse de Princesse? Moi! Pas mal tout le monde. Ouais, tu vois qu'ils voulaient faire quelque chose avec le personnage. T'avais l'impression que, genre, c'est pas fini. T'sais, ils l'ont introduit là pour nous dire, genre, il reste encore beaucoup de temps à la série. Oh, c'est fini! Elle est arrivée, tu sais, comme tout contente. Là, j'ai plein d'affaires à vous montrer, puis toi, ma série finit dans une demi-heure. OK, non, shit. Ouais, mais c'est parce que là, il nous reste 10 numéros. Je suis là. C'était comme Pookie est parti dans les meilleurs cieux en Orlando. Ben, en fait, elle n'a pas eu le temps de grandir. T'sais, ils ont eu le temps de nous la présenter, puis on connaît un petit peu son backstory, mais on n'a pas vécu vraiment de choses avec elle. On s'en calisse. Bon, je veux dire, c'est du Kirkman. Tous les personnages ont le potentiel de devenir crissement intéressants, mais on n'a pas eu le temps. Mais c'est fini. Avant de se laisser avec nos poisons, je vais juste revenir un peu sur l'univers animé de DC. Dead in the Family, qui est quand même, je pense, un incontournable de tout Batman fan, de tout fan de Batman. Lire Dead in the Family, c'est comprendre comment le personnage est devenu aussi très dark, comment il est devenu très... tu sais, le Batman des années 90, 2000, oui, et c'est une décision publique, parce qu'à l'époque, dans le film qu'il nous présente, là, on va pouvoir voter, puis c'est comme ce qui est excitant là, dans le film. Oui, parce qu'il est interactif, le film. Là. Mais la BD l'était à l'époque. Puis, rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y a eu une période où DC, tu pouvais appeler puis tu votais pour qu'est-ce que tu voulais qu'arrive au personnage. Puis à Death in the Family, le fait que... C'est Tim Drake? Non, c'était Jason Todd. Jason Todd se faisait tuer par le Joker. Les gens votaient. Il y avait le dernier numéro puis où il arrivait avec le crowbar. Puis il était convaincu que le monde allait... Ouais, mais les gens ne l'aimaient pas. Elle existe, cette planche-là. Oh, oui, ils l'ont faite où il survit. Puis à la même époque, les gens votaient pour savoir si Lex Luthor allait devenir président des États-Unis ou non. Puis les gens votaient oui. Mais c'était pas à la même époque. Mais non, President Lex, c'est en 2000. Ouais, mais... Non. Oui. Non, ben oui, Lex est devenu président des États-Unis avant ça. Ben non, President Lex, là, c'est fin des années 90, début 2000, parce que c'est dans Superman Batman qu'ils le mettent dehors, puis ça a duré peut-être 1 ou 2 ans, pas plus. Mais c'est le même procédé. Mais Dead in the Family, c'est 87-88, là. Avec Jim Aparo, puis... Dead in the Family, c'est 88, là. Ouais, c'est ça, avec Jim Aparo, puis je me souviens plus c'est qui l'autre, là, mais... J'avais dans la tête que President Lex, c'était genre 88. Non, parce que dans Mort de Superman, il était CEO encore, puis il était marié avec Supergirl, là. Je me trompe à l'époque. Exact, parce que Lex Luthor devient président sous le même principe, Superwoman, là, mais c'est dans la fin des années 90. Là. C'est vraiment plus tard. C'est comme les lunettes 3D, c'est des waves. Ouais, c'est des waves. Mais en fait, c'est que... en passant, Dead in the Family, c'est un très mauvais comique. Là. C'est ce que toujours tout le monde me dit, c'est pour ça que je l'ai jamais lu. C'est très plate, là. Puis il y a une histoire d'immunité diplomatique à la fin qui permet au Joker de jamais genre être traduit en justice pour le meurtre de Jason Todd. Mais même le avant et le après l'événement, c'est très plate. Mais ça a créé un événement fort dans l'univers de Batman. Mais... L'événement a tellement été fort, puis il s'attendait tellement pas à ce que les gens votent pour tuer un Robin. Fallait haïr le personnage en crise pour appeler puis dire « Moi, je veux qu'il meure. » Puis il est pas mort d'une façon simple là, pour la fin des années 80. On était en plein dans dans l'influence de Dark Knight Returns, là, à coup de crowbar. Puis c'est reconnu pour la séquence où le Joker a arrêté de rire et qu'elle s'est rendu compte qu'il était allé trop loin. Ah, ça n'avait pas de bon sens. Écoute, moi, je me rappelle très bien du panel. Là. C'est 9 ou... Tu sais, les fameux 9 cases à la Tom King, là, mais de crowbar dans les airs, là, qui swing par en bas. Là. Qui remonte, c'était... Écoute, il l'a magané, puis une fois qu'il l'a fini avec le crowbar, là, il l'a fait sauter avec une bombe. Pour être sûr. Ben non, il l'a sauvé en cachant sa fausse mort. Mais honnêtement, là, il n'avait mangé une sincère. Et là, d'en faire un anime dans lequel on redonne ce choix-là aux gens, puis que tu peux te permettre de changer l'histoire parce que l'histoire était fondamentalement plate, je trouve ça intéressant. Mais ça a l'air en plus d'avoir des liens avec l'animation qu'il y avait eu de Under the Red Hood. Exact. Ah, ils ont l'air d'avoir réutilisé en fait des planches carrément. Là, ils ne feraient jamais ça. Ouais, je pense, ben, en même temps, je pense qu'ils s'en sont pas gâchés. C'est dit que c'est comme une upgrade d'Under the Red Hood. Effectivement, parce que, comme il dit, c'est un short story de la façon qu'il le présente. Ça fait que c'est pas un film en tant que tel. Mais ça va être intéressant. C'est plus un événement. Mais je trouve ça intéressant de ramener l'élément. Tu peux faire tuer ou pas Robin. Puis... Je pensais qu'on allait pouvoir choisir l'angle. Non, je pense pas qu'on peut aller jusque-là, mais on peut savoir s'il va vivre ou pas. Il n'y aura pas de rotoculteur? Non. Et souffleur non plus. Je pense qu'ils vont offrir d'autres décisions aussi. Il n'y a pas rien que la mort de Robin qu'on va pouvoir décider. Mais je trouve ça intéressant. Puis regarde, ça veut dire qu'il y a encore du stock
qui s'en vient dans le DC Animated, malgré le fait que c'est supposé tout être détruit avec Apocalypse War. Je pensais qu'on était à la fin et qu'il allait faire quelque chose de nouveau, puis ils nous en reviennent avec encore une vieille histoire qu'ils ont déjà faite. Ouais, comme c'est la semaine prochaine qui sort le Deathstroke, là, qu'on sait Ouais, pas ce que ça en va. Qui n'a pas l'air trop lié non plus. Ouais. Puis t'as Ben, Man tu of vois, ça, je Tomorrow. trouve ça là. plus intéressant. Tu sais, cool, une histoire avec Deathstroke, le personnage est cool, il y a un potentiel de faire le con intéressant. Puis Man of Tomorrow qui devrait sortir aussi, là, une histoire de Superman, là, qui n'a pas de lien non plus avec leur univers partagé, qui ont carrément détruit en disant à Flash, recours puis recommence. Là. Ce qui qui était complètement ridicule, mais en tout cas, peu importe. Mais Dead in the Family, ça vaut la peine de le lire au moins une fois, Alan, sérieusement. Juste pour savoir, avoir le feeling. Puis tu sais, c'est pas très gros, là, c'est pas une grosse BD. Ah, là. je sais que c'est tout petit. Puis c'est de voir à Et quel bien point sûr, Superman est une hostie de merde là-dedans aussi. Là. Superman empêche Batman de se venger. Là, Et ne pas confondre A Death in the Family avec l'arc que Scott Snyder a écrit Ouais, Dead dans of Sarah. the Family. Death of the Family. Non, c'est deux choses Ça arrive différentes. souvent que les gens confondent les... Non, c'est ça, Les parce deux, que là, c'est celle deux dont on histoires parle, complètement c'est ça. différentes. Celle dont on parle, c'est A Dead in a Family. Le cover est noir avec une chaise et un fou que t'as assis dessus. Là, tu sais. Ben, c'est Batman avec Robin Ouais, dans les ouais, mains. c'est Là. Robin. Robin mort, ouais. Puis d'ailleurs, l'édition de Urban Comic est superbe de cette histoire-là. Sérieusement, le cover, c'est la mort. C'est Robin qui est mort sur le cover. Là. Puis le Spoiler, cover, il est pas mort. il frappe, là. Tu fais comme wow! Tu sais, il y a de quoi qui vient te chercher. Là. Il est mort pendant quand même. Ben, il est mort jusqu'en 2003. 15 ans. Ben, non? techniquement, il est pas mort, il est revenu. Ben, c'est ça, je te dis. Moi, mais en 2003, là, c'était Clayface. Ouais. C'est quand la réaction du public a tellement été forte au personnage que là, ils ont Là, trouvé ils ont une façon réécrit de. l'histoire. C'est ça, ils ont trouvé une façon de dire qu'il avait volé un Lazarus Pit, puis nanana. Puis dans Infinite Crisis, ils nous ont expliqué que finalement, c'était Superman qui punchait le mur de la réalité. Puis qu'en punchant le mur de la réalité, il y a des morts qui revenaient à la vie. Là, La tu sais. morale de cette histoire, il y a rien contre le Ben qui reste mort. Il est revenu 12 fois. Il est revenu, Oncle Ben. Il n'y a personne qui est jamais mort des comics. C'est de valeur. C'est Parce que temporaire. C'est temporaire. Ça enlève un peu. J'essaie de penser. là. Côté, celui que j'ai jamais compris quand est-ce qu'il était mort, il était pas, ça reste quand même Jonathan Kent. Lui, j'ai jamais saisi. Là. Le père de Superman, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Ouais, il dépendamment meurt, de il quand revient, est-ce que il tu meurt. lis. Des fois, il est mort, des fois, il À est peu près vivant. comme on avait lu à Run de Superman, de Ouais. Bendis, où on s'est rendu compte que Jor-El était revenu, mais quand on a lu le backstory, il est revenu en robot, mais finalement, il est revenu, c'était plus vraiment un robot, c'était vraiment lui. Puis, Ah, ça, puis- c'était fucké. puis ça. finalement, Bendis a tellement fait un trou de cul incroyable qu'ils l'ont sacré dans Phantom Zone pour on l'en verra plus. Ah, c'est terminé. Mais tu sais, moi, j'ai déjà dit à la joke que Thomas et Martha Wayne allaient être morts pour l'éternité, puis finalement, Thomas Ah, Wayne est on revenu. tu sais. Il fait Thomas Wayne est revenu en Batman. Ben, Puis elle en Joker. en Batman avec les yeux rouges que deux gars, c'était sûr que ça allait pogner quelque part. là. Ben, c'est ça. Mais je voulais y raconter dans le dernier podcast. Tom King a réglé son problème. Ah, c'est vrai, il est mort solide. Bane le casse en deux, je pense qu'il reviendra pas. En tout cas, s'il revient, il va être en chaise roulante. À peu près comme Batman by Las Gas, là, que c'était le premier multivers qui s'est fait Hey, péter hein? par Pépizza, ça n'a pas été trop long. hein. Ouais, Batman by Gaslight. Hey, Chris, ça n'a pas duré longtemps. Pouf! La planète a sauté one shot. Terminé, merci, bonsoir. C'était tellement cool, ça. Ouais, mais Mignola fera pas de suite. Je pense qu'il n'y en aura pas de ça. En terminant, Poison, qui veut commencer? Je vais commencer parce que j'ai quelque chose qui va décourager tout le monde. OK. On parle de Snake Eyes, Dead Game de Rob Liefeld. Ah, que serait ce podcast sans parler de Rob Liefeld? Un jour, il va y avoir une collabo entre Rob Liefeld et Jeff Lemire. Tout Et le monde va être heureux. Puis si c'est Stéphane Sedgwick qui fait des scènes de sexe, je vais être là. Martin va le lire à ce moment-là. Puis je vais lui poser la question, est-ce qu'il y a eu assez de scènes de sexe à votre goût? Rob Liefeld va juste avoir dessiné les pieds. Et puis tout le monde, c'est tout ce qui va remarquer. Fuck C'est le tout. sexe, tout le monde va checker les pieds. Les pieds. Il a fait 6 orteils. Mais bon, Snake Eyes. Snake Eyes, c'est que là, le premier numéro est sorti, ça va être un 6 numéros. Il y a plusieurs autres collaborateurs sur sa série, du monde qui ont déjà écrit des G.I. Joe. Donc, c'est du Rob Liefeld. Mhm. C'est qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de poses qui sont super héroïques tout le temps, mais ça feedback sur Snake Eyes, puis c'est le genre de personnage qui est capable de bien dessiner. OK. Parce que, veut pas, il ressemble à Deadpool. Ben, Rob Liefeld a le même problème que Frank Miller, il devrait arrêter de dessiner. C'est faux. Je voulais juste te faire choquer. Ouais, c'est totalement faux. Frank Miller devrait continuer. Parce que contrairement à Frank Miller, il a pas perdu la main, Rob Liefeld. Il est encore capable de faire des bons Ouais, mais, dessins de temps en temps. Frank Miller a pas juste perdu la main. Il a perdu la aussi tête. perdu la tête. Il a aussi perdu... Rob Liefeld, au moins, il est constant. Il est toujours aussi fou. Il est toujours Oh aussi oui. dans sa bulle, mais il est encore capable de dessiner. OK, c'était au moins ça. Mais- Mais si je connais pas G.I. Joe, je peux-tu lire ça?
Ben oui, c'est parce qu'il reçoit un message, il faut qu'il ait sauvé quelqu'un. Dans le fond, c'est Joseph Colton qui est le premier G.I. Joe, dans le fond, qui a fondé ça au début. Puis là, il part pour une mission parce que quand ça commence, t'as Thor qui se bat contre une autre entité. Puis là, il faut qu'il batte un gars du clan Ashikashi qui a été ressuscité, là, une espèce de démon qui court après l'épée de la mort. Donc, Snake Eyes, ça va se battre contre un demi-dieu. X-Men Alert, X-Men Alert. Non, on appelle ça Rob Liefeld, toujours plus extrême. Va falloir se créer un X-Men Ça Alert. fait que ça n'a aucun lien avec les G.I. Joe. Ça fait que t'as Scarlett, t'as Roadblock, puis t'as Tripwire qui vont l'aider. Donc, c'est Snake Eyes contre des ninjas et une entité maléfique magique. Combien de numéros? Ils vont en avoir 6 numéros. OK. Puis c'est là que ça se passe. Oui, exactement. C'est du hors-série. Puis si quelqu'un est craqué, là, les 38 variantes cover sont en vente sur eBay. Ça passe à 38? Ouais, ben c'est parce qu'il était supposé avoir des conventions cet été. Ben oui, mais 38, Chris, même avec une convention, 38. C'est que vu qu'il n'y aura pas de convention puis des comic shops font pitié, présentement, il a signé les 38 covers. Le bet à partir de 2800$ sur eBay hier. J'ai hâte de voir à quel prix ça va finir, ça. Bon, ben, si vous avez de l'argent de poche, vous pouvez y aller. Jeff Lemire. Je vais t'appeler Jeff Lemire. Quel honneur! Quel honneur! Jeff Lemire, qu'est-ce que t'as comme Finalement. poison? J'ai-tu Du lu Jeff Jeff Lemire Lemire cette semaine? Ah, J'ai-tu lu quelque chose de lui? Non, j'ai commandé sa run. Il a fait, je pense, c'est Justice League United là, que j'attends. Fait que je vais pouvoir vous en parler probablement dans un poison sous peu. Non, on a tellement hâte. Je vais vous en faire deux rapides cette On semaine. l'entendra jamais parler de Black Hammer. Check ça. Ah, j'ai vachement hâte, là, les deux prochains Black Hammer, des espèces de gros omnibus qu'ils font avec la deuxième partie de l'histoire, puis les hors-séries s'en viennent au mois d'octobre. Okay. Très, très hâte. On a c'est bien clair hâte. que je vais vous en parler à ce On moment-là. capote. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de notre ami Robert Kirkman. Je vous avais parlé il y a 2 semaines que j'attendais de ses nouvelles BD. De ces nouvelles, il t'a appelé en fin de semaine? J'en ai lu 2, là, Die, sur lesquels je reviendrai éventuellement. Là. C'est encore trop frais dans ma mémoire, mais je suis en train de lire Outcast aussi, qui est probablement son truc qui a pogné le plus post-Walking Dead. Parce que moi, Invincible. je voulais commencer Oblivion Song, puis tu m'as dit non, commence Outcast à la place. En fait, je le sais pas. Je sais pas pourquoi on s'obstinait là-dessus, mais je pense que je mélangeais les 2 séries, Oblivion Ok, Song. peut-être. Je vais le faire éventuellement aussi, là, puis Thief of Thieves, qui est une autre de ces grosses séries. Outcast, c'est en fait un exorcisme moderne. C'est un gars qui est un reclus. Il a été violent avec sa fille, avec sa femme. Sa mère est internée. Il vient d'une famille problématique. Il vit dans une petite ville où il est comme considéré comme le Black Sheep un peu. Puis, à un moment donné, il assiste à un prêtre dans un exorcisme. Et on se rend compte qu'il est la clé pour régler ce problème-là. Il y a quelque chose à l'intérieur de son sang qui fait que les démons sont attirés par lui et repoussés par lui en même temps. Okay. C'est super original, mais c'est très terre-à-terre. Là, on est genre dans une petite ville aux États-Unis, problème de boisson. Quoi? Pas les de gens multivers? Non. Pas de créatures, C'est très groundé. Puis tu sais, là, je vous parle de ça, les démons, puis tout, mais tu sais, ça reste comme en sous-texte. On est vraiment plus proche de l'exorciste. Là. C'est... Okay. Il y a quelques scènes chocs là, qui sont un peu plus violentes, mais sinon, on est vraiment dans le trouble humain. Mais y a-tu vraiment juste l'édition que t'as apportée? Parce que t'as un gros hardcover. Là, Ouais. En fait, ça, c'est ce que Image Comics appelle les books. Ils vont faire souvent, ils sortent les numéros par série. Après, ils vont faire des trade paperbacks habituellement avec 6-12 numéros. Ils vont faire des books qui, habituellement, c'est un hardcover qui va avoir l'équivalent de 2 ou 3 TP. Okay. Et après, ils vont faire les compendiums qui, là, habituellement, vont réunir peut-être une 50aine de numéros. Moi, c'est vraiment le médium que je préfère chez Image. Là, pour, habituellement, c'est entre 30 et 50 $ dépendamment. Okay. C'est un gros hardcover, puis tu as l'équivalent de 2 TP. C'est des super de belles éditions. Mais Invincible, je les ai faites comme ça. Les Walking Dead, je les ai faites comme ça. Il y a Nailbiter que j'avais commencé à acheter, que je vais faire comme ça. Oblivion Song, je les fais comme ça présentement. L'art est vraiment super cool aussi. T'es ça, Oblivion Song, puis t'es même pas lu. Non, je les ai pas encore. J'ai dit Oblivion Song. Hein. Ouais. Quand je disais que je mélangeais les deux, non, c'est les. J'attends le deuxième podcast en book aussi. Okay. Quand je vais les avoir terminés, je vais me lancer dans Oblivion Song, probablement. Okay. Fait que, parce qu'il est beau, le hardcover. Ah oui. Puis la série était 40. J'ai la moitié de lu, puis j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. Et un autre rapide. Là, on est vraiment ailleurs. On va revenir à un artiste canadien très peu connu qui s'appelle Seth. Okay. Je ne vous parlerai pas de Jeff Lemire cette semaine. On est plus dans la BD indépendante. Sa BD s'appelle Clyde Fence. Okay. On suit l'histoire d'une famille à Toronto qui vendait des fans. Littéralement, là, des machines avec des blades qui poussent de l'air. Puis on les suit sur 3 générations. Le père qui a fondé la compagnie, mais aussi ses 2 fils. Un qui était un espèce de vendeur vedette, l'autre qui avait des problèmes mentaux puis qui était plus reclus au courant de sa vie. C'est très contemplatif. On est dans les journées de ces personnages-là. On les suit à divers moments de leur vie.
C'est une espèce de brique. Et quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, je foutrais ça avec n'importe lesquelle œuvre de littérature, là, genre l'Odyssée d'Homère ou... oui, genre c'est... C'est gros ce que genre, tu dis là, à chaque page, là, je me sentais, c'est un courant d'air frais qui te passe à travers le corps et qui te fait réfléchir sur nos propres choix de vie. Parce que c'est vraiment vertigineux. Là. On suit cette famille-là, puis les réflexions que ces personnages-là, puis les deux frères s'obstinent, puis ils sont complètement différents l'un l'autre. Mais à toutes les fois qu'il y en a un qui fait référence à un événement où il s'était chicané, où il s'était mal compris, puis là, tu le vois à travers les yeux de l'autre. Puis tu sais, il n'y en a jamais un qui a raison. Ça fait penser à tous les choix qu'on fait à travers la vie. Là. C'est vraiment une bande dessinée exceptionnelle. Là. Puis c'est ça, c'est un auteur canadien, Seth, retenez ça. Allez trouver ça, c'est une BD qui est quand même assez chère, peut-être 60-70$, fait peut-être un truc à aller se procurer. Toutes les bonnes bibliothèques, je suis convaincu qu'il va avoir ça en français probablement. Faites-vous plaisir. Ça m'a pris 2-3 heures passer à travers de ce bel ouvrage-là, puis un gros coup de cœur. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec le mien. Je vais vous parler de femmes aujourd'hui parce que ça fait suite à une discussion qu'on a eue. Je me souviens pas si on l'a eu en ondes ou hors des ondes, mais je vous disais qu'est-ce qu'attend DC pour mettre une de ces femmes sur un titre principal, que ce soit Batman ou Superman. Là. C'est correct de leur donner Wonder Woman, de leur donner Birds of Prey, de leur donner Batgirl, de leur donner Harley Quinn, de leur donner... C'est correct, je comprends... Les filles pour les filles. C'est ça, je comprends ce qu'ils veulent faire avec ça, mais elles ont du talent, vos filles. Mettez-les sur des titres osés. Je veux lire du Batman, moi, qui est écrit par une femme. Je suis convaincu que ça donnerait un angle qui est intéressant. Puis elles sont capables de bonnes choses. Je vais vous parler de Joelle Jones. Si vous ne connaissez pas Joelle Jones, non seulement elle écrit, mais elle dessine. C'est superbe ce qu'elle fait. Elle a eu un titre chez DC, puis on lui a donné... Catwoman. Ouais, c'est ça. Il fallait bien pas y donner Batman. Tom King est bien trop bon. On peut pas y donner... Elle a fait quelque chose d'autre chez Dark Horse qui s'appelle Lady Killer. Honnêtement, là, quel fun! Il y a 2 TP. J'ai lu le premier. Le deuxième, je l'attends. Là, il s'en vient tranquillement, pas vite par la malle. C'est bien simple. On est dans les années 60. Une femme à la maison, Josie. Tout ce qu'il y a de plus normal dans les années 60. Là, une belle petite famille, des jumelles, un mari qui prend bien soin d'elle, s'occupe de la maison, puis elle nettoie la maison, puis tout va bien. C'est un peu Mad Men, là, l'univers Mad Men. Tout le monde est heureux, tout le monde est heureux. Mais Josie est aussi un assassin professionnel. Elle a un côté Kill Bill. Et c'est génial. Alors, tu suis Josie, qui est un peu employée par un espèce d'homme obscur du gouvernement qui l'envoie tuer du monde. Et c'est pas des petites morts, là. C'est pas genre une femme s'empoisonne quelqu'un, là. Non. Ça y va à coups de marteau, puis à coups de... C'est violent, c'est bien dessiné, c'est superbe. Et c'est agrémenté tout le long de la BD de vieilles publicités des années 60, mais morbides. Tu sais, avec du sang, puis du monde caché, des meurtres, puis c'est... Genre du vieux monsieur net, puis... C'est ça, puis genre être en train de tuer quelqu'un, mais c'est une fausse publicité des années 60. Tu sais, genre, continuer de fumer, c'est bon pour la santé, puis ta voix en train d'étouffer quelqu'un. C'est vraiment bien dessiné, c'est beau, c'est mature, c'est pas dessiné en cartoon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai hâte de lire le deuxième TP parce qu'elle essaie de sortir de cet univers-là. Et puis, elle réussit à la fin. Fait que j'ai hâte de voir comment va être la twist pour le deuxième. Mais c'est vraiment bien. Puis, elle a une plume extraordinaire. Elle a un dessin qui est superbe. Elle mériterait d'avoir un titre autre. Puis, j'enlève rien à Catwoman. Là. Ça doit être super bon ce qu'elle a écrit sur Catwoman. Je vais tenter même de me le procurer. Mais je pense qu'elle a du talent pour faire plus que ça. Et Amanda Conner, encore une fois, je comprends pas pourquoi on s'obstine à la mettre sur Harley Quinn. C'est correct, là. Elle écrit du super de bon Harley Quinn. C'est pas ça le point, là. C'est super bon. Je suis en train de lire Birds of Prey chez Black Label, qui était un peu l'espèce d'outil promotionnel du film. Là. Dans le fond, on profitait de la sortie du film, puis là, le COVID est arrivé, puis tout est en retard. C'est un peu aussi une fin du long chapitre qu'elle et son mari, Jimmy Palmiotti, ont fait sur Harley Quinn de New 52 jusqu'à aujourd'hui. Là. Ils ont été longtemps sur le titre. Moi, on dit qu'elle a du talent, cette femme-là, pour dessiner puis pour écrire. C'est superbe, les dessins qu'elle fait. Oui, c'est plus cartoonish dans son cas à elle. C'est plus Betty and Veronica. Là. C'est plus fifi, je dirais, comme dessin. Mais j'aimerais l'avoir sur Batman pareil. Juste, donnez-y un 6 numéros là, qui sera juste pas dans tout votre grand plan d'histoire qui doivent tout être connectés. Là. Je suis convaincu que ça donnerait quelque chose de bon. Donc, Lady Killer, allez vous procurer ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Messieurs, je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se revoit, en fait, dans 2 semaines. Bye. Oui.